Bonjour et bienvenue au 67e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où 3 jeux s'affrontent dans un combat sans merci pour le contrôle de l'épice. Je suis votre hôte Sam, et pour ceux qui nous ont écoutés la dernière fois, oui, j'ai retrouvé ma voix. Mais j'ai pas juste trouvé ça, j'ai trouvé un invité pour venir parler avec nous de jeux de Dune. Oh yeah. Mon ami est probablement le plus grand board gamer fan de Dune au Québec, sinon dans le monde. Patrice Allé d'un board game presque parfait, re-bienvenue parmi nous. Hey, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous autres, les boys. Ça nous fait plaisir de t'accueillir aussi. Sam allait m'oublier, mais il est aussi avec Vince. Ben, j'allais le dire, mais t'es parti avant moi. Je suis comme dans une niche précise, hein. Gros fan de Dune, gros fan de board game. On doit être une couple, là, dans le monde, là, quand même, hein. Ben, avoir tous les jeux de Dune qui sortent depuis une couple d'années, je pense que t'es pas tout seul. Non, pas tout seul. Il y a eu un article dans la presse sur ce sujet-là même, qui disait que justement, tu sais, les fans de Dune, on les voit moins que les fans de Star Wars, de Star Trek. Il y a pas de cosplay de Dune, et pourtant, c'est ça qu'ils se rendent compte, genre, non, il y en a des fans de Dune, là, pis il y a justement un marché à aller combler, là, pour eux. Ouais. En même temps, tu sais, il y a les films qui ont été faits sur Dune, tu sais, il y avait eu celui de 1984, tu sais, que les gens ont détesté un peu intensément. Tu sais, c'est sûr que ça calme le cosplayer quand tu te fais dire, ouais, le film, il était vraiment, vraiment pas bon, pis que ça a pas levé. Faut vraiment que t'aies un attachement particulier pour ce film-là, pour faire ça. Mais là, maintenant, avec les nouveaux films de Denis Villeneuve, on voit que ça revient un peu plus, là. Le monde, il se déguise plus. Ah oui, puis il y a des excellents et très beaux costumes, fait que, oui, moi tout, effectivement, dans les prochaines saisons, là, des conventions de comics, là, on va sûrement voir, justement, des cosplays de bientôt. Ouais. C'est sûr qu'il y a des très bons costumes, mais il y a aussi des très bons jeux, puis ce soir, on va vous parler des 3 meilleurs. Mais, ça va être pour un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, comme veut notre tradition, on va faire un petit retour sur le duel de l'année dernière. Et l'an passé, notre thème, c'était les jeux en temps réel. Moi, je vous avais parlé de Pendulum de Stonemaier Games. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers puis de conversion de ressources. Dans le fond, on accumule des ressources, on les convertit en points. Sauf qu'il n'y a pas comme d'ordre de tour ou de ronde définie. C'est vraiment comme quand tu places un ouvrier, tu pars un timer, puis là, quand le timer est fini, tu peux changer ton ouvrier de place. Là, t'es comme limité, tu sais, les différents emplacements, ils ont des sabliers de pas le même nombre de temps, fait qu'il faut un peu que tu jongles avec tout ça. T'as plusieurs emplacements, puis dès que l'emplacement est disponible, tout le monde peut aller mettre son meeple là, fait que ça se peut que tu te fasses voler la place par un autre joueur si t'es pas attentif puis que t'es en train de regarder du coin de l'œil un autre sablier ou la carte que tu viens de pogner pour essayer de voir c'est quoi son pouvoir puis comment l'activer, puis tout ça se passe en temps réel. Le jeu en tant que tel est super simple, là. Si c'était en tour par tour, ça serait un peu plate parce que c'est très facile à calculer, très facile à voir c'est quoi le move optimal, mais le fait que t'aies la petite pression de genre ah oui, il faut que je me dépêche à mettre ce bonhomme-là avant que Vincent tourne parce qu'il y a un timer de fin de ronde, dans le fond, si on veut, un coup qui est fini, là on finit tous les timers en cours, puis on fait les dernières actions qu'on peut, puis après ça, il y a une petite phase de clean-up, puis on repart pour un autre round, puis on fait ça 3-4 fois, puis celui qui a le plus de points à la fin va gagner. Fait que c'était quand même assez original, un peu osé, puis je trouve que ça marche quand même bien, mais comme beaucoup de jeux de Stonemaier Games, t'as comme des pouvoirs asymétriques là, ou des tableaux asymétriques que tu reçois en début de partie, fait que c'est pas tout le monde qui a comme le même setup, puis il y en a qui ont des petits bonus quand ils font une action en particulier, puis j'ai pas l'impression que c'est tout le temps balancé, il y en a peut-être qui sont meilleurs que d'autres, fait que si t'es hyper compétitif, ben des fois ça peut comme moins bien passer ça, mais sinon ça reste quand même un jeu bien, puis comme
tu sais, t'as pas d'autre chose comme ça dans ta ludothèque, je pense. Non, c'est vraiment particulier. Puis ce qui est drôle, c'est que moi j'aimais le fait que faut que tu sois à l'affût de tous les sabliers en même temps. Puis ça arrive que des fois tu peux décider de pas en flipper un tout de suite pour pouvoir faire un move juste avant. Fait que ça fait que t'as comme un peu d'interaction avec les autres parce que tu peux comme planter les plans des autres en flippant les sabliers au moment où l'autre joueur s'y attend pas. Ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois de scraper des plans comme ça qu'on avait joué. C'était quand même très drôle parce que là, t'entendais Sam qui était comme « Quoi? » Parce que là, il pouvait plus placer son meeple à la bonne place. Moi, malheureusement, je ne l'ai jamais essayé, ce jeu-là. Fait que, mais vraiment, le concept avait l'air cool. Je me rappelle l'année qui était sorti, j'étais à Gen Con, puis il avait créé son buzz, là. Il y avait un matin, là, tout le monde se battait pour avoir ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il a fait un gros buzz quand il est sorti, mais on dirait qu'on a comme pas beaucoup entendu parler après. Puis, je comprends que c'est pas, c'est différent, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est dans la réalité d'aujourd'hui qui sort tellement de jeux à chaque année que si t'as pas de quoi qui accroche vraiment beaucoup, un an après, on en parle plus bien. Ouais, puis tu sais, ça fait drôle comme mécanique parce que tu sais, il faut que tu te dépêches à faire tes actions parce que t'es contraint dans le temps. Alors que souvent un placement d'ouvrier standard, ben tu sais, tu prends le temps de vraiment penser à ton move puis à le planifier puis à le préparer. Puis tu sais, t'as tout le temps du monde pour faire ton tour. Alors que là, faut vraiment que t'ailles vite, fait que ça fait que ça change un peu le mode de pensée du jeu. Puis je pense que ça aussi, ça fait que, tu sais, quand tu vas quand t'aimes le placement d'ouvrier, tu vas pas nécessairement aller vers là, parce qu'il faut que t'ailles vite. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça quand même cool comme concept. J'aurais été curieux de l'essayer en tour par tour, contrairement à ce que Sam me dit. Ben, moi, je trouve ça a l'air trop basic, là. Ça va être plate en tour par tour, mais bon. Les autres, ils suggèrent de le faire pour ta première partie, pour t'habituer aux règles, mais je trouve ça un peu te tenir par la main. C'est sûr que c'est pas l'expérience voulue non plus par le concepteur du jeu. Non, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir de quoi. T'sais, c'est ça son attrait, c'est qu'il est en temps réel. Là. Si tu enlèves ça, il reste pas grand-chose. Mais bon, fait que ça, c'était pour moi. Toi, Vincent, tu nous avais parlé de... Moi, je vous avais parlé de Galaxy Trucker, sorti en 2007, designé par Vlaada Vatil, publié par Czech Games Edition. Fait que Galaxy Trucker, c'est un jeu où tout le monde doit construire son vaisseau spatial pour pouvoir survivre à différents événements. Dans le fond, on va avoir notre vaisseau, puis on va voyager dans l'espace. Il va falloir, il y a une espèce de course, dans le fond, le vaisseau qui va se rendre le plus loin avec ses réacteurs va faire des points en fin de partie. Tu vas faire des points aussi en fonction des événements qu'il va avoir. Il y a des planètes à visiter, il y a des cargaisons à les récolter, il y a des aliens que tu vas rencontrer. Et tu vas avoir des événements fâcheux qui peuvent arriver, comme des attaques de pirates, ou des météores qui vont venir frapper ton vaisseau. Puis la construction du vaisseau, c'est vraiment le cœur du jeu, puis c'est la période qui se fait en temps réel. Fait que quand on doit faire le vaisseau, on a un timer qui part. Puis on a plein de tuiles placées comme ça devant nous. Puis là, tous les joueurs retournent des tuiles une par une, qui construisent leur vaisseau à mesure qu'ils trouvent des tuiles qui les intéressent. Puis tout le monde le fait en même temps. Puis tu peux revirer le sablier plus tôt, en fond, pour pouvoir raccourcir le temps que les autres vont avoir pour construire leur vaisseau si jamais t'as de l'avance. Puis dans le fond, t'as des règles à respecter quand tu construis ton vaisseau. Fait qu'il faut que certains connecteurs fit ensemble. Il faut que t'aies de l'énergie pour donner de la puissance à tes boucliers, puis à tes moteurs. Faut que tu aies des habitacles pour avoir ton équipage, des places pour mettre ton cargo. Fait qu'il faut que tu penses tout à ça quand tu fais la construction de ton vaisseau. Une fois que c'est fini. Ma partie préférée du jeu, c'est justement quand tout le monde a fini de construire, puis après ça, là, tu vérifies le vaisseau du joueur à côté pour être sûr qu'il n'a pas fait d'erreur dans sa connexion. Puis là, quand il y en a, tu lui dis, ah, by the way, ça marche pas. Fait que là, faut que t'enlèves la moitié de ton vaisseau, puis là, tu regardes sa face pendant qu'il fait ça. Ouais, c'est particulièrement cool parce que, tu sais, faut que tu y penses, puis faut que tu y penses vite à comment tu vas monter ton vaisseau, puis faut que tu te mettes des connecteurs de backup parce que, oui, t'as la phase après ça d'évaluer si ton vaisseau il tient,
Mais après ça, il va falloir qu'ils subissent les différentes cartes événements, puis là, il va falloir qu'ils survivent aux astéroïdes, fait qu'il va falloir que tu aies placé des boucliers, des fusils laser. Puis si tu l'as pas fait, ben ton vaisseau il mange des dégâts. Fait que là, ça fait que t'as des tuiles qui partent. Puis à certains moments, ben si ton vaisseau il est fait un peu broche à foin, puis qu'il y a un morceau qui tient la moitié de ton vaisseau, puis qui part, ben tout ton vaisseau arrache, puis il pète, puis c'est très drôle. Puis des fois, dans un niveau plus élevé, t'as pas le choix d'avoir comme un morceau qui tient une grosse section. Tu sais, t'es restreint dans comment tu peux placer tes tuiles. Fait que t'as pas le choix d'avoir un petit connecteur de 1 là. Fait que faut que tu t'arranges pour qu'il soit bien protégé. Là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. C'est un jeu quand même assez, j'ai envie de dire léger parce qu'il est facile à prendre en main. Tu sais, c'est pas compliqué à jouer tout ça. Puis il y a toujours des moments cocasses là quand quelqu'un se plante et que son vaisseau explose. C'est toujours très drôle. Puis c'est ça. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup. Ça m'arrivait quasiment à chaque game, genre. Chaque manche, genre, j'étais comme, yeah, j'ai monté le meilleur vaisseau, m'a tout dit péter. Puis là, bon, comme, non. Oh non, j'ai plein de trous. Les astéroïdes me pétaient tout. Fait que j'étais comme, yeah, je suis le meilleur. Moi, je suis le plus pas bon. Je m'emportais trop, je checkais pas assez mes connexions. Ça m'arrivait tout le temps. Ouais, puis c'est ça, c'est tout le temps drôle de réussir à voir. En fait, c'est drôle de voir les autres se planter. Ouais. Ouais, parce que au final, il y a quand même beaucoup de hasard dans le jeu après sur c'est quoi les trucs que t'as. C'est sûr tu peux les checker à la place de construire ton vaisseau. Là, pendant la phase de construction, tu peux checker c'est quoi les événements qui arrivent pour peut-être te construire un vaisseau qui fit avec ça. Et tu perds du temps à faire ça. Là. C'est si les autres décident qu'ils clenchent le sablier, toi t'auras pas le temps de construire ton vaisseau. Oui, tu vas savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais tu vas juste savoir comment tu vas mourir. Ouais, ça c'est drôle justement. Là, tu sais, de raccourcir le temps, tu sais, ça met du stress à tout le monde parce que tu sais, t'as vraiment la pression de devoir le faire vite avant que quelqu'un arrête le sablier puis que ton vaisseau casse en deux parce que t'as pas pu mettre tes connecteurs comme il faut. Fait que Pat, est-ce que tu serais #Team Sam ou #Team Vince pour ce duel-là? Ben, c'est sûr que j'ai joué quelques fois Galaxy Trucker puis j'ai jamais joué à Pendulum. Fait que c'est dur pour moi d'avoir une opinion balancée. Mais j'ai eu Pendulum, je vois le côté intelligent. Tu sais, genre, ok, ouais, c'est intriguant. Mais Galaxy Trucker, je sais que c'est le fun. Fait qu'il va plus être Team Vincent cette fois-ci. Yes! Bon, on te réinvitera plus. Ah, José, ok. Puis toi, ton jeu en temps réel préféré, ça serait quoi? Moi, ça vient tout de suite, là. Il y avait le nom qui était pas sûr, là, fait qu'il fallait que je le check, là, mais ça, pour moi, il y a une seule réponse, là. C'est le jeu Projet Elite, qui avait été édité en 2016 par Artipia Game. Artipia Game qui ont fait le jeu Pursuit of Happiness. En 2020, puis en tout cas, moi je l'avais essayé même en 2016 avec Louis-Philippe. C'était les pires mini de l'existence. Sérieusement, là, allez sur BGG, là, allez checker Projet 2.Elite, Project 2.Elite 2016, là, checker les mini, là, c'est des grosses boîtes. On dirait que leur machine à plastique a foiré, puis que les moules ont ouvert. Toutes les miniatures sont horribles. Vraiment. Tu vois que c'est pas une erreur. Tu vois que c'est un choix qu'ils ont fait. Mais, oh mon Dieu, le sculpteur, là, il... Tu sais, en tout cas, peut-être le dessin était cool, mais une fois rendu en mini, là, ça avait pas de bon sens. Ça rendait le jeu moins attrayant. Puis, on s'était toujours dit, c'est un moment donné, Simon, une compagnie comme Simon le reprend. Ben, hey, on va capoter. Puis, effectivement, en 2020, déjà quand même 4 ans, ils l'ont refait. Puis évidemment, ben là, Simon, on le sait, les miniatures, ça les connaît. Ils ont pratiquement pris le jeu, puis ils ont fait des belles mini, puis ils ont mis leur twist Simon, là, avec genre beaucoup de personnages, avec des innuendos de personnages connus. Donc, essentiellement, si vous vous rappelez les jeux de vidéo classiques, le 8-bit Nintendo, là, le très très célèbre Contra, qui est un side-scroller, ben c'est un peu exactement la même chose. C'est un genre de side-scroller, c'est Contra de board game. Je pense qu'il doit avoir même un jeu Contra de board game, mais qui le fait pas aussi bien que celui-là. Fait que t'as comme un tour où essentiellement, il y a pas de temps. En phase 1, il y a pas de temps. Tu te parles. Puis là, tu fais comme bon, ils peuvent arriver à droite, gauche, puis en arrière.
OK, bon, ben, moi, je veux avoir acheté tel équipement. Peut-être que tu planifies. Ça, là, prends le temps que tu veux. Évidemment, le rythme du jeu fait que tu te laisseras pas là-dessus ben longtemps. Parce qu'en même temps, à un moment donné, j'ai fait, OK, on a une stratégie, parfait, 2 minutes, go. Puis là, tu pars le timer. Puis là, c'est lance les dés. Le monstre bouge, lance les dés. Oh non, il bouge encore. Puis tu dis, hey les gars, j'ai de la misère. Roule pas de hit. Puis il y a quelqu'un comme, bon, t'as une minute, je vais me déplacer pour venir t'aider, il y en a 3 près de toi. Fait qu'évidemment, vu que les mouvements des créatures, tes hits, tes mouvements, tes actions, c'est tout basé sur les dés. Fait que tu roules extrêmement rapidement les dés pour avoir les bons, c'est ce qu'il te faut comme résultat. Mais plus tu lances des dés vite, plus les bébites bougent. Puis là, évidemment, il y a toujours comme un objectif d'aller sauver un chat d'un arbre, d'aller flipper une switch. Il y a toujours comme quelque chose de même que tu peux pas juste rester en arrière puis tirer. Puis là, t'accumules des armes. Donc, il y a un côté très... Tu sais, c'est zombicide, mais oui, te prendre 2 heures, ça te prend 45 minutes. C'est zombicide, tu le craques. T'es vraiment... tu sais, même moi, je me rappelle, il y a du monde, quand ils jouaient à ça, là, tu sais, ils finissaient, t'es comme, oh my god, quelle expérience de jeu fantastique. Je ne peux pas y rejouer immédiatement, tellement, là, que t'es comme, tes les dents serrées, là, pis les poings serrés, pis t'es comme, l'adrénaline t'ascend. Il y a bien du monde qui font comme, hey man, une game de ça, je suis sur le gros nerf, là. C'est bien en masse. Moi, je suis comme, ouais, ben c'est comme quand tu sors Overcooked sur une Switch dans un party, il y a du monde qui trippe là-dessus, puis il y a du monde qui comme moi, ma blonde elle haït ça parce que genre elle aime pas ça se faire crier après, genre dépêche-toi, il faut laver la vaisselle, là, c'est comme on dirait que ça hit too close to home. Ah. Puis tu sais, le designer de projet Elite, Konstantinos Kokinis, genre l'autre jeu qu'il a designé, c'est Kitchen Rush puis MD Rush, donc 2 autres jeux de temps réel où essentiellement c'est Overcooked le board game, puis l'autre c'est un hôpital le board game, donc le classique de tourne des sabliers pour aller comme préparer tel plat, faut le livrer avant que ça arrive. Fait que tu sais, c'est ce gars-là, les jeux en temps réel, il a l'air de connaître ça. Ouais, c'est son créneau. Le stress. Ouais. Fait que tu sais, pour moi, la seule raison que je n'ai pas acheté Projet Elite en 2020, c'est que Louis-Philippe a comme callé dibs dessus. Fait que comme, bon, je l'achèterai pas. Mais tu sais, c'est un jeu qui, pour moi, est fantastique. Tu sais, à chaque fois j'en reparle, je suis comme, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Il fait partie des jeux, là. Pour moi, là, c'est comme, hey, ok, on arrive à 6 heures, on fait un petit Projet Elite avant de faire l'autre vrai jeu. On va être en forme, là, pour le vrai jeu. Moi, c'est Projet Elite, n'importe quand. Ouais, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, sur votre podcast à vous, mais sur d'autres que je suis aussi, là. Je sais que So Very Wrong About Game, il tripe pas mal dessus aussi, fait que je l'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien ça. Mais on va s'organiser de quoi? Louis-Philippe, il l'a, puis c'est toujours moi qui est comme genre, on joue. Good, fait qu'on s'appelle et on déjeune. Yeah! Fait que voilà pour le duel de l'an passé. On va maintenant passer au vif du sujet. Notre bataille à 3 de Dune. Donc, vas-y donc en premier, Pat, vu que c'est toi qui as c'était notre invité, puis en plus c'est toi qui as le plus vieux jeu. Excellent. Alors donc, moi j'aurais pu prendre tous les jeux de Dune. Je vais quand même être 100% sincère. Vous allez voir, je vais être sincère sur certains des jeux que vous allez parler, là. Tu sais, il y a des jeux de Dune que... Tu sais, il y en a un jeu de Dune, là, qui est un jeu d'enquête un peu, là. T'es comme... Oui. C'est détective, là, mais... Ouais, détective, mais de Dune, tu sais. Ouais. Comme, ouais... Ben, tu vois, moi, j'ai bien aimé la version Batman, en tout cas. Ben oui, mais on vient de me la passer pour que, justement, parce que ma blonde, elle, les jeux de société, mais jeux d'enquête à l'embarque, fait que c'est comme, bon, ben, je me force puis j'essaye ça, on peut jouer à des jeux dans ce temps-là. Fait que c'est pas parce que le thème Dune que je vais nécessairement triper, mais c'est sûr que je vais être intéressé à y jouer. Et, bien évidemment, moi, le jeu que je propose au duel, c'est l'original, le premier, le grand-père. Puis c'est même pas le grand-père des jeux, c'est pas juste le grand-père des jeux de Dune. C'est le grand-père de beaucoup de jeux de société. Dans le sens qu'on parle ici d'un jeu de 1979. C'est une époque où le board game, c'était comme Monopoly,
Destin, tu sais, c'était les Milton Bradley, les jeux de grande chaîne, les jeux de dimanche après-midi pluvieux que tu fais avec des enfants. Donc, l'idée d'arriver puis de développer un jeu de stratégie intense, long, difficile, asymétrique, c'était pas très très populaire. C'est sûr qu'on peut remonter des années 50 avec le très célèbre Diplomatie, qui a un petit peu parti tout ça. Mais Dune, lui, il arrive vraiment avec cette première itération-là c'est pas un 4X, là, mais c'est un jeu de contrôle de territoire. Essentiellement, il y a sur la carte 5 endroits de pouvoir, qui est l'hémisphère nord de Arrakis. Et si l'un des joueurs réussit à contrôler 3 des points de pouvoir d'Arrakis à la fin d'un tour, ben, il gagne la game. Là, vous comprendrez que, normalement, ça se fait pas très très facilement. C'est un jeu qui se joue officiellement de 2 à 6 joueurs, mais comme ben du monde vous le dirait, jouer à moins de 6 joueurs, tu vas passer à côté d'une partie du fun. Là où il shine le plus, c'est à 6 joueurs, parce que toutes les mécaniques asymétriques s'emboîtent les unes dans les autres. Ce qui fait que l'action de l'un, tu sais, puis des fois, le mot asymétrique, là, ça peut être un peu galvaudé, tu sais, c'est pas toujours super clair, mais moi, dans son itération que je préfère du concept d'asymétrie dans un jeu de société, c'est l'idée que j'ai une capacité, un pouvoir que juste moi qui a, et ça va influencer ton jeu. T'sais, tout s'embrique les uns dans les autres. Tu sais, une petite nuance avec le variable player power, tu sais. Moi, je commence avec cette capacité-là, puis m'amener sur peut-être l'avoir ou autre chose. C'est asymétrique, oui. Mais là, c'est plus le côté que dans ce jeu-là, il y a une économie. Ben, il y a 2 des 6 joueurs qui ont le contrôle de cette économie-là. Et ça m'est arrivé de voir des games où ces 2 joueurs-là s'associaient, puis ils fermaient les vives à tout le monde. Plus personne n'avait d'argent. Vu que plus personne n'avait d'argent, tout le monde tournait au ralenti, était affamé, les troupes étaient pas fortes, le monde n'avait pas de carte de combat, puis les autres avaient le contrôle de tout. Fait que, tu sais, c'est ça un peu l'idée, c'est que les alliances que tu vas faire, puis là, ça en vient à... Je rentrerai pas dans les détails ultra trop précis là, du jeu, là. Tu sais, il y a plusieurs phases de jeu, tu vas avoir une armée qui va se battre contre une autre armée, tu vas comme avoir un général, puis tu vas jouer une carte d'attaque puis une carte de défense. Ces cartes-là, il faut que tu les achètes, puis ton armée, il faut que tu lui donnes de l'argent, de guillemets, pour qu'elle soit plus forte. Puis tous ces facteurs-là ensemble, ben, celui qui est le plus haut gagne le terrain, puis on continue comme ça, puis il faut que tu payes pour ramener ton monde. Fait que, il y a une grosse part du jeu de Dune que c'est ta gestion économique. Quand mettre de l'argent, sur quoi, où, attendre le bon moment, aller chercher l'argent, faire des manipulations, puis moi c'est le point, là, j'y arrive, qui moi m'intéresse le plus, c'est le côté que Dune, là, de 1979, là, qui à l'origine c'était Avalon Hill Games. C'était pas mal le seul éditeur qui faisait des jeux d'un certain Gustos à cette époque-là. C'est que si tu fais pas de table talk dans ce jeu-là, si tu parles pas au monde autour de toi, si tu fais pas des machinations, si tu fais pas des plans dans les plans, ben la game, tu vas la trouver longue, plate, puis tu vas te sentir extrêmement limité. Parce que c'est là l'un des intérêts et forces du jeu, c'est de la manière que tu vas convaincre tes ennemis de regarder ailleurs, tes alliés de te servir, quand trahir, quand s'allier. C'est tous ces petits moments-là qui rendent la partie savoureuse, puis qui fait en sorte que, malgré que c'est un jeu qui a plus de 40, on va fêter son 45e anniversaire cette année quand même. C'est peut-être pour ça aussi que la compagnie Gale Force 9 a annoncé une version de luxe de ce jeu-là. Mais c'est essentiellement ce jeu-là, même si je vous expliquais les règles en profondeur, ce qui fait le jeu, c'est pas les règles. C'est le monde autour de la table. C'est plus important de trouver 6 joueurs avec qui tu as du fun que 6, entre guillemets, bons joueurs. Si tu te mets autour de toi 5 autres personnes avec qui tu as du fun dans la vie, je te garantis que Dune, classique, que moi je l'appelle le Dune de 1979, réédité en 2019 par Gale Force 9, je te garantis que tu vas avoir du fun. Par contre, je vais vous laisser les dire, parce que moi je vais dire que c'est un jeu parfait. Voilà, c'est un jeu parfait. Hein?
Il n'a aucun défaut. Les 45 ans ne lui ont fait prendre aucune ride et je vais me battre jusqu'à la fin sur quiconque dirait l'inverse. Ouais. Fait que, tu sais, toutes les factions s'emboîtent une des autres, puis moi, c'est ça que je trouve fantastique, tu sais. Tout le monde a un pouvoir, le fun à faire. Tu sais, il y en a un qui c'est comme, hey, toi, je t'empêche de faire telle affaire. Tout le monde est comme, c'est ben trop fort. Tout le monde a son outil trop fort, c'est ça qui est le fun aussi à jouer. Excuse-moi, Vincent, je t'ai coupé. Non, c'est drôle parce que je t'écoutais parler, puis ça me rappelle, tu sais, A Game of Thrones, tu sais, c'est le même style de jeu, tu sais, c'est sûr que A Game of Thrones a pris des notes de ce qui a été fait avec Dune, au niveau de, tu sais, la symétrie, le fait que, en étant plus nombreux aussi, ça marche mieux parce que le jeu est designé pour être nombreux, puis il y a plein d'informations cachées, puis que les alliances, c'est ça qui peut permettre de gagner ou qui va te faire perdre au final. Parce que le jeu t'encourage beaucoup à faire des alliances parce que ça facilite en guillemets tes chances de gagner dans le sens où il faut que tu contrôles plus de points de pouvoir, mais vous êtes deux. Là, tu sais, ça crée d'autres alliances pis ça, tu sais, l'aspect politique autour du jeu, je le trouve vraiment, vraiment cool. Mais, c'est ça. Des fois, c'est un jeu qui peut finir très très vite ou qui peut durer très très longtemps. Tu sais comme pas dans quoi tu t'embarques. Là, une partie qu'on avait faite, c'est ça, qui a duré 2 tours. Ouais. C'était assez rapide, alors que si ça s'était ce pas que tu fais. Oh. c'est ça. La première game, comme tu dis, c'est soit ça va durer 1 heure ou ça va en durer 6. Parce que tout le monde est un petit peu trop hésité à aller se battre. Puis quand le monde se pitche trop vite dans le combat, t'es comme, bon, ben, ça va être une game courte. On va se trouver un autre jeu. Fait que, tu sais, genre, je fais une blague, là, mais tu sais, c'est pas vrai que ça a pas pris de ride, là. Tu sais, d'ailleurs, même pour ça que Gale Forstein, ils ont annoncé qu'ils allaient proposer des nouveaux modes de jeu parce que, justement, il a un petit peu vieilli. Et toi, toi, Sam, t'as joué au moins une fois avec moi, je pense. Oui, ça a été pas mal ma seule expérience avec le jeu. Moi, c'est ça. J'ai trouvé que son âge paraissait beaucoup dans l'aspect random qu'il y a de comme tu sais au début de la partie tu piges des cartes de traite qui peuvent être tes leaders ou les leaders des autres, puis là comme si jamais j'arrive dans un combat avec Pat puis que je mets mon leader le plus fort mais que lui il a sa carte de ce leader là, ben là comme après que j'ai révélé la force de mon armée, il fait comme non attends un petit peu là gars, ton Beast Raban là, il travaille pas pour toi, finalement il travaille pour moi. Fait que toute ton armée là qui est 10 fois plus forte que la mienne en passant, là, ben finalement t'es de mon bord. Fait que tu viens de toute part, puis ciao bye mon ami, repars la queue entre les jambes, y a rien que tu peux faire contre ça. Là. Oui. Puis il y a même une faction alternative qui est le Bene Tolaxu, qui est comme la secte des généticiens dans Dune. Puis eux autres, c'est pas un traître qu'ils ont, c'est un gars-là. C'est comme un clone qu'ils ont infiltré. Fait que quand ils te sortent leur carte de traître, c'est pire. C'est pas genre toute ton armée meurt, c'est non. Toute ton armée switch de mon bord. Fait que tu m'attaquais avec 8 gars, ben t'enlèves tes 8 gars et je mets gratuitement mes 8 gars sur la map. Ce qui est huge dans ce jeu-là, là, parce que comme tu disais tantôt, là, ça coûte cher à toutes les fois que tu fais un combat, faut que tu payes pour que tes troupes soient plus fortes. À toutes les fois que tu veux amener des troupes sur la planète, faut que tu payes. À toutes les fois que tu veux t'acheter des cartes de combat, faut que tu payes. Puis des fois, il y a de la surenchère là-dessus. Puis il y a pas tant de moyens de faire de l'argent, à moins que tu sois la faction que les autres payent pour amener du monde ou acheter des cartes. Là. Fait que faut te ramasser de l'épice dans le désert, puis ça, c'est familique comme entrée d'argent. Ouais, puis tu peux te faire pogner par la tempête. Ouais, c'est ça. C'est son lot de risque. T'es pas tout seul à vouloir pogner cette épice-là. Fait que généralement, ça finit que, tu t'installes au début, je vais y aller. Puis là, il y a 2 autres qui viennent s'ajouter puis qui sont prêts à se battre. T'sais, c'est comme dans le game qu'on avait joué, il y en a 2 qui sont en train de tuer, puis il y avait l'autre qui a juste survécu à ça, puis qui a fait juste, ben, je vais prendre ce qui reste parce que vous êtes tous morts. Ouais. Merci. Si c'était juste ça serait pas si pire. Dans un jeu de 6 heures, des fois, ça peut être plus tannant. Mais c'est qu'en plus, tu parlais de l'histoire des cartes d'attaque, cartes de défense. Et t'as comme, grosso modo, 2 types de cartes d'attaque. Puis 2 types de cartes de défense. T'as des cartes spéciales qui brisent un peu ce pattern-là. Mais en gros, c'est comme, soit que je joue un projectile, soit que je joue un poison. Puis si toi, t'as joué la défense appropriée,
ben il se passe rien, mais si t'as pas joué à la bonne défense, ben je tue ton leader. Qui peut être genre la moitié de la force de ton armée ou même plus dans certaines situations. Tu sais, moi j'ai pas de moyen de savoir qu'est-ce que t'as ou tu sais, c'est pas comme s'il y avait un market de cartes puis que je sais que c'est ça que t'as acheté là. À moins que je sois les Atreides puis que là je vois les cartes avant qu'ils soient mis aux enchères, là, tu sais. Pour toutes les autres, c'est pas mal random là, de genre quelle carte que je devrais jouer. Oui, tu sais, il y a un coup que tu l'as joué, mettons, t'as le choix de la reprendre dans tes mains ou pas. Fait que là, tu sais, si je vois que t'as joué un attaque poison puis que je m'en rappelle, ben peut-être que je vais jouer ma défense poison. Mais là, toi, tu sais que je l'ai vu, puis tu sais que j'ai une bonne mémoire, fait que tu vas jouer ton autre. Tu sais que je le sais. Mais là, je sais que tu le sais, fait que là, ça amène du mind game. D'habitude, j'aime ça, là, mais j'ai trouvé que dans ce jeu-là, c'était comme... peut-être que je l'ai trop subi, Puis aussi, c'est comme... Tu sais, c'est comme t'as comme une couche de plus, là. T'es comme... T'as les enchères pour te battre. T'as le mind game des alliances. Là, c'est qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de mécanique, justement. Puis effectivement, quand t'es celui qui la reçoit d'en face, c'est un peu moins fun. Ben, surtout si ça fait 6 heures que tu joues, puis que tout se décide là-dessus, tu sais. Ouais. Ça, je l'ai pas vécu, là, parce que notre game on l'a dit, là, ça a été rapide. Moi pis David, on a fait une alliance au deuxième tour, puis un petit bonsoir, on avait fini, là. Ouais. Mais tu vois, les informations cachées, t'as quand même un certain moyen de pouvoir aller les chercher. Si tu mets Chummy avec le trail, qui lui a papier-crayon, puis qui sait qui a acheté quoi. Tu sais, il y a quand même moyen de le savoir. Mais tu sais, ça dépend avec qui tu vas jouer. Ouais, pis tu sais, comme moi, j'étais l'Arconène, fait que il y a des affaires que lui pouvait même pas voir puis que je recevais. Parce que toutes les fois que j'achetais une carte, oui, je recevais cette carte-là que la trade avait vue, mais j'en j'ai une du deck aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de gagner aussi rapidement, c'est que genre j'étais capable d'acheter beaucoup de cartes au début, il y en a beaucoup qui étaient même pas connues de personne, fait que tu sais j'avais ce petit edge-là, j'avais plus de cartes de trade, fait que le monde avait comme plus peur de se battre contre moi. Fait que tu sais j'étais équipé pour, tu sais moi ma game c'était genre faut que je gagne au début ou sinon je vais avoir de la misère, je pense. Ouais. Fait que moi j'ai compris ça, j'étais allé agressif au début. David, il a fait un move agressif lui aussi au début. Puis là, après le premier tour, on contrôlait chacun 2 villes, ou 2 siege. Il y a 2 villes puis 3 siege, ouais. En tout cas, 2 points d'intérêt chacun. Ouais. Puis là, la carte il sort, est-ce que vous voulez faire des alliances? Donc là, je regarde David, je suis comme, là, si on s'allie, qu'on regarde nos positions, on gagne. On gagne à la fin du tour. On essaye, right? David était comme, bah oui. Ouais. Puis on s'est pitché tous les 4 contre vous autres, puis ça a pas marché. Ouais, ça a été... Mais tu sais, ça fait quand même que il y a comme plusieurs niveaux de vitesse dans la partie, parce que tu sais, là, le début, justement, tout le monde avait de l'argent, tout le monde avait un peu d'armée, puis tu sais, ça s'est tapé dessus. Mais si ça s'était pas soldé par une victoire à ce moment-là, je pense qu'on aurait tous été comme pauvres. Tu sais, le rythme aurait été moins intense. Tu sais, là, on s'est garoché des 7-8 armées d'en face. Mais pour la suite... Ça peut prendre 2-3 tours, ramener ça, tu sais, les ramener à vie, les redéployer, les rebouger. Facilement 3 tours sur 10 de la game. Fait que, tu sais, c'est un gros investissement. Puis mon souvenir de cette game-là, c'était que les 4 autres joueurs, on était comme, ouais, on va aller vous arrêter. En se regardant, nous 4, mais comme, tu sais, pas à 100%, là. Tu sais, toi, vas-y, là. Ouais, c'est et ça. moi, je vais pas sacrifier ma game pour ça, là. Fait qu'on était tout le monde, genre, oh non, on va les arrêter, mais c'est pas moi qui va mettre ma tête sur le bio. Finalement, au final, c'est comme, bon, ben, aucun de nous autres est allé suffisamment. Fait que, ils ont gagné. Ouais, ben, tu sais, moi, je m'attendais pas à ce que ça finisse trop tôt. J'avais les Bene Gesserit, puis j'avais le pouvoir de juste mettre des bonhommes qui sont juste là, tu sais, qui conseillent, tu sais, ils vont pas attaquer jusqu'au moment où j'allais décider d'attaquer tout le monde. Fait que je plaçais comme mes trucs. Puis ben, un truc qui est un peu tannant, aussi qui a limité nos actions, c'est qu'il y a juste 2 personnes qui peuvent se taper dessus dans une ville. Ouais, ça, dans les points d'intérêt, là, c'est maximum 2 pour éviter que le 3e, un peu, tu sais, genre le 4e, ou, tu sais, il arrive en arrière, puis il passe genre les deux premiers titans, se tape dessus, il reste plus rien. Lui, il arrive avec une petite force, puis il passe en arrière. Évidemment, cette règle-là fait aucun sens au niveau thématique, mais c'est comme, pourquoi c'est limité à 2 combats? Parce que. Ben, y a pas de place dans la ville pour tout ce monde-là, voyons. Ben non, c'est ça. Fait que,
Mais en même temps, ça t'oblige, là, le concept initiative. Tu sais, t'es comme, OK, genre, il faut que j'y aille là parce que sinon personne d'autre va y aller. Fait que c'est un petit peu, il y a une pression qui vient de dessus. Mais effectivement, c'est un facteur de pression qui limite. Je pense que ce game-là, on était quoi, la moitié de la table qui avait jamais joué? Ouais. Fait que peut-être qu'il y avait un petit manque d'expérience puis de reconnaître justement à quel point que l'alliance de moi puis David était dangereuse puis que fallait nous arrêter absolument. T'sais. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'on l'avait vu. Et je pense vraiment que c'est comme ouais, mais tu veux pas être comme, OK, je vous ai arrêté. Puis maintenant, c'est sûr que je perds. Ouais. Comme, ça me sert à quoi de les arrêter si je perds, tu sais? Tu veux comme les arrêter, mais être dans le game après avec les 4 autres, tu sais? Ouais. C'est ça, fait que tu veux pas être le tata qui finalement sacrifie toutes ses ressources pour que la game dure plus longtemps, puis au final, tu sais, pas pouvoir te reconstruire, puis tu sais, mieux vaut peut-être que la game soit plus courte. Je fais comment, mon Dieu, ça a été ben trop vite. Ouais, t'aimes-tu mieux ça ou une game de 4 heures que pendant 2 heures, t'es comme, moi, non, je peux pas acheter ça. Non, je peux pas acheter ça. Rachète un gars, sors lui. Yeah, t'es comme, ça a pris une demi-heure, tout ce que j'ai pu faire, c'est racheter un gars, puis le mettre sur la planète. C'est comme, t'as 2 pièces gratis par tour, t'es comme, ouh, je vais aller loin avec ça. Non, tu sais. Mais messieurs, moi je vous dirais que c'est pour ça aussi, parce que le jeu date un petit peu, qu'ils ont réédité en 2021 une autre version de ce jeu-là, qui s'appelait Dune 2. A Game of Conquest and Diplomacy. Ça serait juste de moi, le mot diplomatie, je le mettrais entre parenthèses. Entre guillemets. Ouais, entre guillemets, parce que, bon, déjà, c'est exactement le visuel du premier film de Denis Villeneuve, là. C'est genre, c'est les photos, là. C'est pas comme d'autres choses que, tu sais, comme Dune Imperium, où il y a un dessin qui a l'air de Timothée Chalamet. Non, là, c'est une photo d'eux autres, là. Où, essentiellement, on a repris Dune classique de 1979, mais on l'a comme brassé. Moi, ce que je trouve intéressant de celui-là, je le trouve moins le fun, je le dis tout de suite, mais d'un point de vue design de jeu de société, je trouve intéressant de voir, il y a la même charpente que le jeu qu'on a dit, ça fait 20 minutes qu'on discute, mais on dirait que la compagnie est arrivée, c'est comme, OK, mais là, je veux qu'il soit balancé, je veux qu'il dure 45 minutes, puis je veux qu'il soit à 4 joueurs en étant tout aussi asymétrique. Là, t'es comme genre, hey, mon Dieu, il me semble que tu changes beaucoup de choses par rapport au jeu original, puis tu veux que j'offre une expérience relativement similaire? Ouais, go! Puis, quand t'as joué aux deux, tu joues à celui de 2021, t'es comme, ouais, c'est l'âme de celui de 1979, réédité en 2019. C'est juste qu'il dure 45 minutes. Ils ont redivisé les pouvoirs, rajouté un nouveau deck. L'argent, c'est plus vraiment important. Dans le sens que c'est tout important, mais il y en a plus qui rentrent. Fait que tu cours après, mais c'est moins serré. Tu sais, ils ont vraiment comme bougé l'échiquier, bougé les choses qui font en sorte que c'est plus le même niveau de jeu. Puis ils respectent ça va durer 45 minutes, puis le jeu dure 5 tours. Fait que c'est comme, vas-y, là, t'as pas le temps de niaiser. Il te faut de l'argent, prends-le là, parce que il y a pas encore, tu sais, il reste pas 2 tours, souvent. Fait que c'est beaucoup plus balancé. L'expérience peut être beaucoup plus normalisée pour les joueurs. Par contre, il y a un tel équilibre dans les forces qui sont plus statiques que je vois pas l'intérêt. Il n'y a plus d'alliance. Fait que je vois plus l'intérêt de parler au monde. L'idée, c'est que tu gagnes tout seul. Fait que là, le table talk, dans un jeu d'une heure, ben, il descend énormément. Là, vous voyez, c'est là, moi, qui me perd un peu. Mais, c'est que on parle quand même d'un jeu qui a 45 ans. Je comprends qu'il a besoin d'un update. Vous l'avez essayé avec moi la semaine dernière, je crois. Il y a 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette version-là de 2021? Je suis d'accord avec toi que c'est comme, on a gardé le 80% de l'âme du plus vieux, mais moi, je
je trouve que justement il manque ce petit côté-là d'alliance puis de traîtrise. Puis tu sais, oui, tu peux faire table talk un peu en disant ben là Vincent il mène, faudrait peut-être y taper dessus un peu, viens pas m'attaquer, va l'attaquer lui. Ce que tu peux faire dans pas mal tous les jeux au final où il y a moindrement de l'interaction. Là. Ouais. Mais c'est ça, on a gardé le même système de traite, les cartes combat, ça marche plus ou moins pareil, là, t'as encore la bonne attaque avec la bonne défense. Mais tu sais, dans un jeu qui dure 1 heure, moi en tout cas ça me frustre moins que dans un jeu qui peut en durer jusqu'à 6. Fait que je trouvais que c'était cool sur cet aspect-là, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi que t'as moins la belle imbrication de tous les pouvoirs qui fait bien ensemble, puis de l'économie fermée, de l'argent qui se promène, semi-fermé, là, mais t'as quand même de l'argent qui change de main. Il y en a un peu dans celle-là aussi, là, mais beaucoup moins. Mais je trouvais que c'était le fun de comme pas être tout le temps comme à chercher mon argent puis dans celle-là, t'es pas obligé de payer pour que tes troupes soient plus fortes en combat. Fait que ça, je trouvais que c'est une grosse différence. Puis moi, je pense que je préfère ça, là. C'est le fun quand l'argent est tête, là, mais pour l'autre, c'est comme juste une petite affaire trop, là. Dans l'autre, tu payes tes cartes, tu payes tes armées, tu payes la moitié de tes déplacements, tu payes ta résurrection. Dans celui-là, c'est paye ta résurrection. Il y a un nouveau paquet de cartes que tu peux acheter. C'est pas mal ça, là. Il y aura pas de surenchère dessus, là. Non, c'est ça. Les cartes de combat sont gratuites. Fait que, tu sais, genre, t'es jettes à chaque tour. Tu sais. Tu vas en avoir d'autres pareils gratis. Fait que ça, ils ont vraiment enlevé cet aspect-là mis aux enchères complètement. Effectivement. Puis ça fait que le jeu, ça va plus vite, là. Les tours sont moins longs, puis comme tu dis, il y a 5 tours max au lieu de 10. Fait que, c'est comme ça qu'on réduit le playtime considérablement. Fait qu'on garde une bonne partie de l'expérience, mais c'est ça, plus concentré. Je pense que ça serait ma préférence, mais en même temps, tu sais, l'autre, c'est comme, tu sais, c'est une expérience épique, là. C'est comme on se set une journée, on joue à Dune. Peut-être que ça va être fini après 1 heure ou 2, mais tu sais, on va se trouver un autre jeu, là. Y a pas de problème, là. N'importe qui veut jouer à ce jeu-là, là, il va avoir plein de jeux chez eux, je pense. Comme tu dis, il feel vraiment moins épique que l'original. Tu grattes moins tes fonds de tiroir pour faire peu importe ce que tu veux. Tu sais, je trouve que c'est sûr que j'ai pas vécu une game à 6. Tu sais, ça fait une game de 6 heures, je veux dire. Mais j'aurais été curieux de le voir avec la vraie expérience, parce que moi, vu que ça touchait pas mal des cordes de Game of Thrones que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Puis je me dis que Dune a comme le potentiel d'être dans ce genre de jeu-là. Où il y a toujours des surprises. Mais c'est vrai que t'as l'aspect plus swingy des cartes combat puis des trades qui fait que des fois tu peux avoir le meilleur plan du monde, puis là il va s'effondrer parce que l'autre il a la bonne carte qu'il faut, là, mais tu sais t'as aucun contrôle, aucune visibilité sur ça. Puis ça c'est l'aspect qui me gosse le plus. Là. Puis tu sais j'ai gagné la game là, du nouveau de Dune, Game of Conquest and Diplomacy. Ah oui, en plus. À cause de ça. À un moment donné, j'avais un tata qui était arrivé dans une ville, puis j'avais la carte du trade qu'il me fallait à ce moment-là. Mais tu sais, c'est pas un combat que j'aurais dû gagner, tu sais. C'est. Fait que tu sais, je trouve que ça se veut thématique, mais c'est peut-être un peu trop. T'sais. Là, c'est là que tu sais, là le fun il est plus intellectuel. Le fun il devient plus émotif dans le sens que c'est pas genre j'ai mieux résolu l'énigme ou la formule que toi. J'ai pris des meilleures décisions. Là, c'est plus le je t'ai battu. Là, c'est comme que c'est désagréable. Il faut que t'aimes ça, ce petit côté-là là, de rage, parce que dans la game qu'on a joué ensemble, effectivement, 2021, il est arrivé un moment quand même que moi j'ai trouvé bien cool. C'est arrivé à la fin, puis moi j'avais la gang de je te dis quoi faire. Et là, j'ai dit Vincent, joue telle attaque. OK, on révèle, tout le monde me regarde. Oh, t'es bien épais, Pat. Je dis, non, j'ai gagné. Ils font, non, tu as dit de jouer cette attaque-là. J'ai pas dit de pas jouer l'attaque. Non, t'as dit de jouer l'attaque. Ben moi, je m'étais défendu contre l'autre. Ben oui, mais là, tu viens de perdre. Oups. Ouais. Fait que là, il y a un côté, c'est comme, je suis mon pire ennemi, non. Fait que, tu sais, même ça, ils ont réussi à préserver ça, ce moment-là, là, que ça a été par la pointe des dents que ça s'est gagné. Mais oui, c'est ça. C'est l'asymétrie,
le table talk, pour moi, sont 2 facteurs. Puis aussi le fait que c'est un univers de Dune, là, je vais être bien honnête, là. Mais moi, ce jeu-là, avec l'univers, mettons, The Witcher, c'est un univers super cool. J'ai pas lu tous les romans de Witcher 3 fois. Mais je pense aussi que, tu sais, c'est que l'univers se prête à ça. Tu sais, c'est ça, l'univers de Dune. C'est les maisons qui complotent entre eux autres. C'est les compagnies qui veulent avoir plus de pouvoir les uns que les autres. Puis tout le monde fait semblant d'être ami avec tout le monde alors qu'ils préparent des coups dans le dos de chacun. Tu sais, ça rappelle vraiment, tu sais, comme l'époque féodale où est-ce que, tu sais, les rois, les ducs, puis tout ça, ils mangent ensemble, ils font des parties ensemble, mais ils salissent tout, puis ils veulent tout. Au final. C'est ça. Ouais. Toi, tu penses que c'était juste à l'époque féodale, ça? Non, ouais, bon. Ça marche plus même la politique, hein. Tout le monde est là pour le bien du peuple. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Personne n'a d'agenda maintenant. Non, c'est ça. Fait que moi, messieurs, c'était ma proposition sur la table, mon contender dans mon coin. Parfait. Fait que on va y aller ensuite avec on va continuer avec l'ordre chronologique. On va y aller avec Vincent. Son jeu qui date déjà de l'an passé. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez vieux. Fait que moi je vais vous parler de Dune Imperium, un jeu que j'aime beaucoup, puis je vais mettre un peu l'accent sur Dune Imperium Uprising qui vient de sortir. Fait que Dune Imperium Uprising, c'est comme la version 1.5 de Dune Imperium, qui est un jeu de deck building, placement d'ouvriers dans l'univers de Dune. C'est les mêmes concepteurs, même compagnie, même tout, même artwork presque. En tout cas, le même style pour tout, là. Tu mettrais les deux plateaux un à côté de l'autre, ça serait difficile de rapidement identifier lequel est Imperium, lequel est Uprising, lequel est l'original. Puis c'est des jeux qui sont sortis à 3 ans d'avis. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient un peu, comme, tout de suite, déjà, tu sais, on vient de sortir 2 extensions d'une Imperium normale, là, tu me sors d'une Imperium Uprising qui prend ça, qui dit, on tasse ça. Bon, les extensions sont compatibles avec Dune Uprising, mais moi j'ai pas essayé avec l'intégration des extensions, mais c'est ça. Ce que Dune Imperium Uprising amène par rapport au Dune au original, c'est que là c'est comme si on avait progressé dans l'histoire. Puis là, on va avoir accès au vert. Fait que c'est des nouvelles unités qui vont être utilisées en combat, qu'il faut pouvoir être capable de dompter en allant chercher nos crochets. Puis ça, dans le fond, leur mécanique principale, c'est que quand les verts sont en jeu, ils doublent les récompenses qu'il va y avoir des combats. Donc ça peut être assez... Débile. C'est débile. C'est pas mal puissant. Puis, tu peux en déployer plusieurs des verts si tu places tes trucs comme il faut. Fait que c'est de la puissance de plus, puis c'est beaucoup de récompenses de plus. Fait que ça fait vraiment que ça peut être violent. Une autre mécanique qui a été ajoutée, c'est les espions. Les espions, ça, c'est qu'on peut les placer à certains endroits, puis ça te permet de pouvoir aller sur des zones, dans le fond, qui sont déjà occupées par quelqu'un d'autre. Il y a aussi des effets, il y a certains trucs qui vont faire en sorte que si t'enlèves certains espions, tu vas avoir des bonus supplémentaires. Ça je trouvais ça cool, je trouvais ça intéressant parce que ça ajoute comme un futur plan. Tu peux te dire, ok, je sais qu'à tel moment je vais vouloir faire ça, je peux tout de suite placer un espion là parce que dans mon jeu, dans ma stratégie, il faut que j'aille là. Ça, je trouvais ça vraiment bien. Tu sais, je trouvais que ça reprenait un peu, c'est dans l'extension Rise of X, parce qu'il y avait des cartes espions. Où là, agents infiltrés, je pense, ou agents doubles qui appellent ça, là. Et ouais, c'était dans les cartes, la mécanique. Puis l'idée était cool, mais tu pognes la carte au bon moment. Puis là, j'ai trouvé aussi que l'espion, c'était comme bon, cette idée-là qui fonctionne. Vous l'avez eu. C'est ça, parce que là, tu peux vraiment planifier là-dessus, puis t'es pas en train de te dire, bon, faut que je pogne la bonne carte, fait que là, dessus de ton deck, tu cries Yu-Gi-Oh en espérant pogner la bonne affaire. Puis The art of the card. Non. C'est ça. Ouais, puis c'est cool parce que tu sais, mettons que cet emplacement-là est bloqué, tu peux y aller pareil. Puis mettons qu'il est pas bloqué puis que tu y vas, ben t'as un bonus quand même si tu veux. Fait que tu sais, t'as tout le temps quelque chose. Fait que tu perds rien à placer ton espion finalement. Non. C'est ça. Puis il y a des pouvoirs, il y a des personnages, dans le fond, qui vont interagir justement avec ces espions-là de façon intéressante. Fait que tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant comme ajout au jeu.
L'autre chose qui a été ajoutée aussi, c'est des contrats. Ça me faisait penser un peu aux technologies là, mais de Rise of X, mais tu sais, c'est totalement différent. C'est que si t'es capable, dans le fond, d'aller à un endroit particulier, puis de payer la bonne, puis de payer les bonnes ressources, ben là, tu ramasses le contrat, puis c'est des ressources de plus que tu gagnes. C'est-tu modulaire, ça? Parce que, il me semble, moi, j'ai joué une partie de... Officiellement, c'est modulaire. T'es pas obligé de le mettre. Ok, fait que je pense que moi, la partie que j'ai jouée, il l'avait pas, là. Mais, sérieusement, là, pour moi, là, ça a été un gros élément aussi, parce que, c'est comme, quand tu vas mettre un agent à telle place, gagne ça de plus. Et ça fait en sorte, au début, t'es comme, ouais, ok, c'est correct. Même année que tu le réalises, t'es comme, t'as une minute. Quand, avec mon agent, je vais aller faire ça, en plus de la récompense de l'agent, je vais gagner ça. T'es comme, oh, cet endroit-là, il est rendu extrêmement intéressant. Puis, souvent, dans ces jeux-là, ce qui est difficile au début, c'est de partir avec tes premières ressources, tu sais. Je manque d'eau. Je manque d'épices. Je manque d'argent. C'est comme, il y en a des ressources qui traînent là. Fait que ça t'amène ton focus sur des endroits que tu irais peut-être un petit peu moins en les rendant tout aussi, si c'est pas plus payant. Ça, les contrats, là, pour moi aussi, ça a été comme un gros genre, wow! Fait que c'est ça, c'est cool, ça te donne, tu sais, si admettons ton emplacement de choix a été pris, tu peux te dire, je peux me rabattre sur une autre option, tu sais, qui va peut-être m'ouvrir d'autres portes parce que je vais aller prendre ce contrat-là qui va me donner ça. Ça t'ouvre d'autres portes, tu sais, qui font que ton plan peut continuer à avancer. Mais, est-ce que ça fait pas que tous les emplacements deviennent aussi bons les uns que les autres, fait que peu importe auquel tu vas, ça a plus vraiment d'importance? Non, parce que... t'as plus l'aspect de bloquer, genre? Non, tu sais, en tout temps, il y a juste 2 contrats qui sont disponibles. Fait que tu sais, il y a juste 2 places qui sont un peu meilleures, dans le fond, qui sont meilleures à un moment donné. Fait que tu sais, c'est pas... Il faut pas que t'aies les collectionner. Alors, je pensais qu'il fallait que tu gagnes un contrat, tu le mettais devant toi, puis quand tu vas le réaliser, après, ouais. Tu le réalises plus tard. Fait que, ok, fait qu'il y a juste un joueur, dans le fond, qui est incité à aller à cet endroit-là. Un coup c'est une fois que t'as ramassé le contrat, toi, quand tu vas faire ça, toi, tu vas avoir ça de plus. Ok. Puis, tu sais, t'as pas tort mais c'est comme tu disais, là, tous les endroits deviennent intéressants. Oui. Mais ça, vu qu'il y a que toi qui en profite, ça fait pas qu'ils deviennent tous égales. C'est que pour toi, cet endroit-là, il devient encore plus intéressant. Fait que moi, ça avait un autre effet que, genre, moi, il y a des fois, là, je manquais, des fois, dans le Dune Imperium de base, là. Tu sais, quand t'as 4 joueurs pis t'as ton 3e agent, là. Des fois, le 3e agent, là, tu le mettais où tu pouvais. Pas dans celle-là. Ok. Parce que moi, honnêtement, souvent, je vais même pas chercher mon 3e agent parce que, justement, je trouve que le 3e, il est pas tant hot, puis ça fait que ton reveal, il est moins bon aussi, parce que toutes les fois que t'envoies un agent, faut que tu joues une carte que t'auras pas dans ton reveal. Fait que moi, ma stratégie de base, c'est de miser sur des gros reveals. Fait que, je vais jamais chercher une manta, je vais presque jamais chercher mon 3e agent, puis, tu sais, à date, ça marche quand même bien. Je pense que j'ai pas autant d'expérience avec le jeu que vous deux, là, mais, ou que d'autres collègues de Pat, mettons. Puis sinon, il y a un autre aspect qu'on n'a pas parlé encore qui est rajouté dans Uprising, c'est que chaque combat a comme un petit icône dessus, là, puis là, en début de partie, tout le monde reçoit un icône. Genre. Ouais, c'est ça. Quand tu gagnes 2 combats qui ont le même icône, ça te fait un point de plus. Ou quelque chose comme ça, là. Puis, en début de partie, tout le monde a comme un demi-point, mais on n'aura pas nécessairement tout le même. Fait que les combats vont être plus ou moins importants pour les joueurs. Ouais. Puis c'est ça. Ça, ce que j'ai trouvé, c'est que ça ajoute encore plus d'importance au combat que dans le premier, parce que tu sais, t'as les verts qui doublent les récompenses, puis t'as cette source de points supplémentaires là. Parce que dans le premier, des fois, tu sais, ça peut être le désert peut être assez aride de points. Hein. Faut que tu ailles chercher tes réputations pour que ça monte, puis tu sais, c'est difficile de faire beaucoup de points. Là, en un tour, tu sais, tu peux faire 3-4 points avec le combat. Ça, je trouve que c'est cool parce que ça donne un peu plus d'intérêt au combat. Puis ça rend vraiment essentiel d'avoir une bonne stratégie pour les combats pour pouvoir gagner ta partie. Ouais, parce que souvent dans l'original, tu sais,
t'attendais qu'il y ait un combat avec des points qui sortent pour, comme, Exact. envoyer des troupes, pis tout le monde faisait ça, tu sais. Mhm. Et là, vu qu'il y a comme des points non écrits, des combats qui ont l'air des fois pas si intéressants que ça, finalement, ils peuvent devenir un petit peu plus pour toi, effectivement. Pour te donner l'exemple, moi, j'ai joué à date juste une fois. Puis tu sais, c'est un jeu que faut que tu montes à 10 points de victoire. On était rendu au bout, puis on était comme au 9e tour. Il y avait 2 joueurs à 9, un joueur à 8, puis moi qui étais à 5. Tout le monde était comme, c'est ce tour-là que c'est fini. Puis tout le monde, genre, j'avais énormément de ressources devant moi, puis tout le monde s'est dit, genre, ben, Pat, il a juste mal calculé sa game, tu sais. Il a bien eu les ressources, mais il a pas dépensé, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à me pitcher dans le combat. Là, ils ont fait comme, bon, la récompense, c'est 1 point de victoire et paye 4 épices pour un 2e point de victoire. Là, ils m'ont regardé, en fait, oh, mais Pat, il est juste à 5. Si on il laisse gagner, même avec un verre, il va aller comme 8, tu sais, ou 9, pas, ça ne finira pas. Fait que, ok, on va se garder pour le tour d'après. Mais là, j'ai cumulé les sources de points parce que là, en plus, effectivement, est arrivé ça, je me suis pitché dans le combat full beaucoup. J'ai mis des verres. Fait que là, je gagnais 2 points de victoire à cause du combat. Je pouvais payer 2 fois 4 d'épices pour gagner un autre point de victoire. Fait que déjà là, juste là, je gagnais 4 points de victoire. Dans mon reveal, j'avais des cartes qui disaient, ah ouais, gagne 2 de recrute, ou si t'as fait 4 contrats dans le game, gagne 1 point de victoire. Enlève la carte de ta main. Ça, j'en ai fait 2 de même. Tu sais, mon reveal, ça a été, j'ai joué 3 agents de mettre des soldats. Reveal, je suis plus à 5 points de victoire, je suis rendu à 7. J'en ai fait 4, je suis monté à 11. Puis j'ai fait, en passant, j'ai une treachery, j'en fais un 12e. C'est dégueulasse. J'ai passé de 5 à 12, puis là, il y a un des joueurs qui m'a regardé, fait comme, hey, j'étais tellement certain de gagner, je montais à 11, je me disais, personne va monter à 11, oui, en cas d'égalité, c'est moi qui avais le plus d'épices. Tu sais, genre, il était comme, what? Fait que ça, c'est un côté, il est swingy, par exemple. Tu sais, tu te retournes, le gars qui avait 5, il a été capable de gagner. Bon, j'ai eu une main de rêve qui arrive une fois sur 1000, mais tu comprends comme, oh, il a gagné un combat, il a eu fait 4 points de victoire dans un jeu que tu commences à 1 puis il faut que tu montes à 10. Et tabarouette, c'est la moitié de la game and shot, là, qu'il a fait, là, t'es comme, ok, fait que tous les combats sont importants. Ouais. Tous les combats sont importants. Ouais, tu peux plus faire comme dans le premier pis faire, ah non, on va te le laisser, lui. Pas grave. Si t'as tes verres, faut quand même travailler fort pour les avoir, par exemple. Ben, au début de la partie, faut que tu réussisses à être ami avec les Fremen, puis là, tu peux aller te le chercher, mais une fois que t'as ton crochet, tu l'as pour toute la game après, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme, il y a quelqu'un qui va l'avoir en premier, là. Ouais, c'est ça. Faut juste, pis c'est comme dans le jeu de base. Les premiers combats vont plus te donner des ressources, des cartes, de l'influence. Je te dirais que les 4 derniers combats, là, faut que tu sois prêt, là. Parce que, oui, faut que tu travailles fort, parce que, tu sais, faut que tu ailles chercher ton crochet en étant ami avec les Fremen. Ensuite, faut que tu ailles recruter des vers. C'est pas facile de recruter des vers. Ça coûte des ressources. Fait que, tu sais, ça, mais encore une fois, je reviens, les contrats te donnent plus de ressources. Puis les espions te permettent de shotgunner l'endroit où est-ce que tu peux recruter des vers aussi, là. C'est ça, exactement. De faire comment, sais-tu? Maintenant, ils vont peut-être avoir besoin de mettre 2 vers dans le jeu. Un espion à cet endroit-là, puis ouais, ben, normalement, il y a un seul espion par spot. À moins d'avoir une carte spéciale qui te dit, tu peux mettre un espion pareil, même si il y a déjà un espion. Mais là, on tombe là-dessus. Puis il y a aussi l'aspect du deck building que j'ai trouvé amélioré. Peut-être que j'ai été chanceux. Mais dans Dune Imperium de base, au moins une game sur 2, à un moment donné, on se ramasse que le line-up était comme paralysé par des cartes de boîte. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont fait comment? Une nouvelle mécanique. T'as un jeton pour resetter le line-up. Vous êtes forcés là-dessus, les boys. Ouais, là, dans celle-là, vas-y, Vincent. Ouais, parce que des fois, il y a des cartes qui sont jamais achetées, tu sais. Jamais. Que tu les verrais passer, même dans Mars, t'en veux pas, tu sais, ça fait juste polluer, ils sont pas assez bonnes. Fait que là, tu sais, c'est une carte qui va juste rester dans la rivière constamment, puis ça devenait tannant. J'ai vu des cartes, là, dans Dune Imperium, jamais être achetées dans aucune des games que j'ai achetées. Et t'es comme, là, maintenant, là, je suis rendu à 20 games, j'ai jamais vu personne acheter ces cartes-là, là.
à un moment donné, là, je pense pas qu'on pense tout pareil, là. Tu sais, elle est pas bonne. Alors que dans Uprising, les cartes à 1 puis à 2, je les trouvais bonnes. Puis même à un moment donné, je les achetais pas parce que j'étais comme, moi, je suis rendu au 6. C'est plus le temps d'acheter, mon deck est déjà bon. J'arrête là, mais c'était par choix que je l'achetais pas. Non pas par, elle sert à rien, elle me ferait perdre mon temps. Là, t'es comme, Puis t'es mentionné, là, mon ami qui était à 11 points de victoire, lui, il a pratiquement fait aucun combat de la game. Il a juste été avec le deck building. Des Spice Must Flow, Spice Must Flow, Spice Must Flow. C'est juste ça qu'il a fait pour monter, puis il était capable de monter à 11 points de victoire. OK, le deck building, il peut fonctionner, là, vraiment bien. Ouais, c'est pas juste un outil pour pouvoir placer tes bonhommes puis aller faire tes points sur le plateau. Tu peux faire des points avec tes cartes. Ouais, il y a beaucoup plus d'options comme ça où genre, si tu dépenses telle ressource en jouant cette carte-là en reveal, tu fais un point. Ça, je trouvais ça cool parce que c'est comme des options de plus pour faire des points. Ben, je vous écoute puis comme j'ai quasiment le goût de changer l'idée que j'avais avant de starter l'épisode là parce que moi j'avais joué une fois puis tu sais oui, il y a des trucs qui sont différents, les priorités sont pas les mêmes, les emplacements ont été changés, tu sais les tracks d'influence sont pas pareils, ils donnent pas les mêmes récompenses, mais je trouvais que au final, ça restait pas mal le même jeu. Tu sais, tu gardes le système de base. Je crois pas que l'expérience était tant changée que ça. Tu sais, si tu me dis tu veux jouer lequel qui est le mieux entre les deux, ben je sais pas, tu sais, oui, il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs que j'aimais moins, tu sais, comme moi, dès que les combats sont pas tout aussi importants pour tout le monde, je trouve que, tu sais, oui, ça fait que tout le monde va aller à certains combats, mais en même temps, je trouve que c'est un peu, tu rajoutes du random sur un jeu de deck building que, je pense que c'est un aspect que des deck building qu'on parle pas souvent quand t'écoutes les reviewers ou les joueurs, là, c'est que, c'est quand même assez random un deck building. Là. C'est presque autant random que de lancer plein de dés. Là. Oui, des fois tu vas te bâtir des combos avec des cartes, mais il y a rien qui te garantit que tu vas piger ces cartes-là en même temps. Puis moi, ça m'est arrivé à ma dernière game, justement, j'ai essayé une stratégie de Spice Must Flow aussi, puis j'ai monté rapidement à 9 points, à 8 ou 9 points. Les autres étaient loin en arrière. Mais après ça, j'ai eu 2 tours où que, tu sais, j'ai pogné un ou deux Spice Must Flow dans ma main, fait que je peux rien faire avec. Au reveal, je fais un épice, rendu là, ça vaut plus rien, là. Fait que... Ça veut dire, pis cette épice-là, t'as fait genre pour gagner le tiebreaker, tu sais, c'est quasiment ça qu'elle sert dans Spice Must Flow, là, c'est comme implicite, c'est comme genre, ça va finir serré, tu sais. C'était chanceux. C'est pour dire que moi, j'avais pas l'impression que cette version-là a changé tant que ça l'expérience. Mais là, je vous écoute parler, puis je suis comme, ouais, non, c'est vrai, vous avez des bons points. Puis tu sais, peut-être j'ai juste pas assez d'expérience avec le jeu de base pour voir les subtilités que ça apporte aussi. Là. Puis je pense que c'est les contrats. Vu que les contrats ont été pas mis, là, c'est parce que, bon, oui, le line-up est meilleur. Bon, ça, c'est circonstanciel. Ouais, les espaces font un petit peu mieux, ok. Le combat est toujours pertinent, fait que même ben en arrière, tu peux revenir. Ouais, ok. Et comme je te dis, le contrat, pour moi, là, on dirait que c'est ce qui fait que tout ça. J'ai plus facilement des ressources, les endroits sont plus intéressants, fait que je peux faire plus ce que je veux. Les cartes étaient plus intéressantes. Fait que moi, tout ça pogné, c'est grâce au contrat. Puis c'est même moi, genre, quelqu'un dirait, hey, on joue d'une Imperium, y a pas de contrat, tu sais. Ouais. Puis je vais rajouter un truc à tout ça parce que il y a une autre affaire qui est ajoutée dans une Imperium Uprising qu'on n'a pas parlé, c'est la game épique à 6 joueurs. Ouais. C'est quelque chose puis je pense que ça va aller chercher certaines ça va toucher des cordes sensibles pour toi parce que quand on joue à Dune Imperium Uprising, tu sais, t'es le bon à reconnaître, t'es fade rota, puis tu peux aller chevaucher des verres. Y a pas de limite, tout le monde est un peu pareil, t'as ton petit pouvoir asymétrique, puis ça va. Dans la partie à 6, tu rajoutes 2 joueurs qui ont un deck différent, puis qui ont vraiment une façon de jouer totalement différente, parce que le plateau change un peu, mais de façon générale, t'as 4 joueurs qui vont jouer une game normale de Dune Imperium, puis t'as 2 joueurs qui interagissent avec les membres de leur équipe un peu plus différemment. Déjà, ces 2 joueurs-là, ils vont pas aller dans le combat directement. Ils vont permettre aux autres joueurs de déployer des unités en combat.
ils vont permettre aussi de débloquer certains pouvoirs. Ils ont une traque de réputation qui sont les seuls à avoir, qui débloquent des pouvoirs spéciaux, dans le fond des récompenses spéciales. Puis ils ont aussi 2 emplacements uniques, que c'est juste eux qui peuvent y aller. Puis dans le fond, quand tu vas jouer, tu vas activer un de tes amis, c'est lui qui va monter sur la piste de réputation, c'est lui qui va recruter ses armées. Fait qu'il faut que tu joues avec tes alliés. Puis ça fait aussi que les 2 équipes sont différentes dans le sens où il y en a un qui est comme l'empereur et les Harkonnen. Ils peuvent pas avoir de verre de la partie. Ils ont plus de facilité à débloquer des bonhommes, mais ils peuvent pas avoir des verres. Alors que t'as les Fremen, les Atreides, eux autres, ils ont le monopole des verres. Puis il y a juste eux autres qui peuvent doubler les récompenses. Fait que ça devient assez touché puis difficile de gérer ça. Les Harkonnen peuvent avoir des pouvoirs qui leur permettent par contre de reprendre leur token puis jouer plus de tours. Tu sais, l'empereur, il y a vraiment moi j'ai joué l'empereur. T'as vraiment des tours où tu vas te mettre à dire OK, je vais faire ça, je vais reprendre un espion là, je vais en remettre un là, je reprends un token, puis là tu te mets à jouer plusieurs, comme si t'avais 3-4 agents de plus, si tu times bien tes affaires. Fait que t'as vraiment ouais, c'était intense. Là, maintenant, il y a un tour où c'était vraiment, bon, ben là, je joue là, je reprends mon gars, genre, je le joue là, je reprends l'autre en tout cas. À un moment donné, c'est ça, je pense que j'ai joué comme 4 ou 5 agents un tour, là, c'était intense, là. Mais j'avais les bonnes cartes, j'avais les bons trucs, puis j'avais un contrat qui me permettait de reprendre. Fait que, tu sais, tout était seté. Ça a fait un tour, j'ai fait, c'est ça, 5 points parce que j'ai fait monter mes alliés sur toutes les tracks en même temps. Mais c'était vraiment intense. Puis tu sais, il est beaucoup plus thématique, juste par le fait que tu sais, tout est en train de te battre contre les verts parce que ils sont 2 de l'autre bord, puis les combats sont comme indépendants. Tu fais quand même des combats à 4, fait que tu peux quand même casser la gueule de ton allié dans le combat. Il faut que tu fasses attention, tu sais. C'est ça. Ouais, ou tu peux vraiment y aller all-in, puis comme tu gagnes la récompense de la première place et de la deuxième place. Et de la deuxième. Oui. Ah, ben oui, ok, c'est pour ça. Ouais, ça fait du sens. Ok. Ouais, t'as dit, on gagne les 2 premiers spots, là. Notre équipe, elle va gagner, tu viens de gagner un step, là. Okay. C'est ça. Okay. Puis c'est ça, les decks aussi des deux commandants sont spéciaux, sont différents parce qu'au début on n'a pas les mêmes cartes de départ que les autres, vu qu'on a des mécaniques particulières. Fait que tu sais, ça change ton début de game, tu sais, t'as plus les petites cartes de début, puis on n'a pas le même paquet. Ce qui est touché aussi en termes de timing, c'est que tu peux pas activer l'allié que tu veux quand tu veux. Au début du jeu, t'as comme un token qui dit ben t'actives le gars à droite, puis t'en as un autre c'est t'actives le gars à gauche. Fait que, tu sais, des fois, le gars, la fille, ouais, peu importe, la personne, puis c'est touché, parce que tu sais, si admettons tu veux faire un tour, parce que tu mets un token, tu le reprends, tu le remets, tu sais que c'est le premier que tu vas jouer 2 fois. Fait que tu vas activer 2 fois un gars, mais pas l'autre. Fait que c'est une personne ou pas l'autre. C'est assez épique, puis c'est assez thématique, là. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai joué avec David puis Pierre-Marc, là, puis en fait, j'ai joué contre David puis Pierre-Marc. Ça a été assez... c'était difficile. Il y avait Marion aussi qui était avec nous de je vous explique les règles. C'était toute une partie. Ça a été long, là, mais c'était vraiment... Combien de temps, à peu près, une game? Ah, ça a été... c'est pas long. Ça a été le temps d'une partie de El Grande et une partie de Tiletum et un petit peu plus. Ouais. Et... Puis là-dedans, vous aviez quand même du monde qui avait déjà pas mal joué à Dune Imperium en plus, là. On avait tous joué à Dune Imperium. C'est beaucoup plus long parce que t'ajoutes 2 personnes, puis les tours peuvent devenir un peu plus complexes maintenant. Ouais, ok. Tu sais, il y a plus, faut que tu t'organises, fait que t'ajoutes un peu de table talk aussi, parce qu'il faut que tu discutes avec tes alliés, tu sais, fait que c'est un autre niveau. J'ai bien l'espoir de l'essayer prochainement. Mais tu sais, faut que tu trouves 5 personnes qui ont une après-midi ou une soirée au complet, pis une soirée, on s'entend, c'est pas un soir de semaine, là, tu sors ça, là. Non. Ouais. Puis faudrait qu'il ait déjà joué à Dune Imperium avant, tu sais, pour connaître les mécaniques, pis pas se faire pogner dans des pièges, puis tu sais, parce que, tu sais, si t'as un joueur qui fonctionne pas bien, je pense que ça peut mal aller dans ta partie. Ouais, il entraîne les 2 autres avec lui, genre. Comprends.
En tout cas, je te dirais, moi, dans mon cercle de joueurs proches ici, c'est un jeu qui est hyper populaire, hein, fait que Oui. si tu cherches du monde, moi, je serais curieux de l'essayer aussi une fois, puis je pense que je peux en amener 2-3 avec moi. Là. Excellent. Bon, ben, toi, il faut se parler, puis ça va arriver. Ouais, parce que Ah toi, non, tu l'as, le jeu aussi. Oui, je l'ai acheté, je venais de l'acheter, puis au début, j'étais comme, je l'ai acheté, je vais-tu regretter? Puis, tu sais, c'est le moment des confidences, là, messieurs, là. C'est une petite musique de jazz, si tu veux, Sam. Moi, Dune Imperium, quand j'y jouais première raison, parce que c'était un jeu de Dune, et deuxième raison, parce que c'était un jeu que je trouvais correct, j'aimais bien. C'était même pas, je trouvais pas que c'était un jeu à ce point génial, fantastique, puis même de certains côtés, pendant longtemps, il était comme en compétition avec Arnak. Puis là, j'étais comme, Arnak, il a des méchantes bonnes mécaniques, là, tu sais, les cartes qui deviennent graduellement, les outils qui deviennent des artefacts, je dis, wow, sur le dessus du deck en arrière. Parce que moi, l'élément que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais tu sais, quand t'avais 3 agents, puis tu jouais une game à 4, quand t'étais le 3e ou 4e joueur du tour, là, ton dernier agent, là, comme ça me disait, là, souvent tu peux faire comme, hey, je pourrais placer un gars de plus dans un worker placement, et je fais, non, ça ne tente pas de placer un worker dans un worker placement parce qu'il y avait pas, il restait pas de bons spots. Là-dedans, ce que j'ai trouvé, c'est comme, ok, Uprising, je joue parce que c'est un jeu de Dune comme première raison, et comme première raison, parce que c'est un bon jeu. Parce que l'aspect deck building game, j'ai trouvé plus le fun. L'aspect worker placement, je l'ai trouvé plus, il y avait pas d'espace pas bon. J'étais comme, je regardais les espaces, puis même mon 3e agent d'une game à 3, à 4, je veux dire, j'étais comme, hey, j'ai encore au moins 2 places intéressantes où le mettre. C'est mon 3e, là. Ok, genre, je suis pas obligé de, m'en le mettre là parce que j'ai rien d'autre. Non. Là, ça serait bon, là, ça serait bon. Ok. C'est quoi la stratégie que je veux avancer? Puis là, c'est comme, ok, c'est pas genre, je suis obligé de l'envoyer ça, c'est un choix. Là, je stratégise ma game, quelle carte j'achète, parce que les cartes sont toutes bonnes, mais dans ce cas, je les trouve meilleures. Fait que pour moi, Uprising, tu sais, je comprends pourquoi qu'on dit, genre, faut que t'aies joué à Dune Imperium avant, pis je suis comme, ouais, je comprends, mais moi, j'ai comme l'hypothèse que si j'ai devant moi... je pense que c'est pas si grave que ça. Là. Ouais. Tu sais, genre, si t'as un joueur qui aime ça, les jeux de société, quelqu'un qui aime ça, les jeux de société, pis qui est pas intimidé par la complexité d'un jeu, moi, je commencerais par Uprising. Je comprends, par exemple, qu'à 6, ouais, là, vu que t'es en équipe, pis que ton équipe a besoin de tout, pis que c'est serré, ouais, peut-être commencer par une petite game de pratique avant, pour te familiariser avec le jeu, puis ensuite, ok, on va faire une game à 6, t'sais. Ouais. Si on est dans les confidences, moi, je voulais pas aimer Dune Uprising. Moi, là, je l'ai vu sortir, j'ai dit non. Il rajoute juste des verres. Comment ça peut être cool, tu sais, à quel point ça va être meilleur que le jeu de base que j'aimais beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup, Dune Imperium, l'original. Puis, j'étais un peu dégoûté. Puis finalement, je me suis surpris à l'aimer beaucoup, Uprising aussi, puis à pas le détester comme j'aurais voulu. Fait que là, tu vas t'acheter Uprising puis te débarrasser de l'autre? Ah, ça c'est dur, parce que j'ai un lien émotif avec mon Dune Imperium. C'est ma blonde qui me l'a acheté pour ma fête à ma vie, fait que j'ai comme... C'est-tu la boîte de luxe d'Imperium? Même pas, c'est la version de base. Non, parce que si t'as eu la boîte de luxe, j'aurais fait, hey, non, débarrasse-toi pas de la boîte de luxe, là. Ça, c'est comme, chose intéressante. C'est les mêmes 4 factions. Tu sais, c'est les mêmes couleurs, fait que tu peux aller chercher les mini de luxe, tu peux aller chercher les jetons de luxe. Ça marche pareil, tu sais. Ouais. C'est ça, il y a ça qui est bon. Papa, tu vas-tu te débarrasser de ton OG? Non, mais moi, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'intégrer dedans. Tout simplement. Fait que, tu sais, Dune Imperium, il va y avoir dedans Imperium et Imperium Uprising. Parce que trouver une manière de rentrer tout ça dedans, hein. Peut-être être plus tough que ça ne l'a l'air. C'est pas fait pour ça. Mais, tu sais, à quel point même, je vais pas dire, genre, ben, sais-tu... Le deck d'Imperium, je vais le laisser dans une boîte cachée dans le garde-robe. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, il y a Pierre-Marc qui m'a parlé qu'il a essayé une fois Uprising avec Rise of X. Okay. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis ce qu'il me disait, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires intéressantes déjà dans Uprising que de venir me rajouter ce jouet-là de plus,
il était comme dilué. Fait que c'est comme, ah ouais, il y a X là-bas. Ouais, tu sais, on dirait que son opinion, c'est, j'en ai pas besoin de X. Le jeu, dans Dune Imperium de base, non, t'as besoin de Rise of X. Parce que ça change un plateau, ça l'équilibre, ça t'ouvre une porte. Mais Imperium, il l'a rebalancé, ce côté-là. Fait que c'est sûr que le côté du power que tu gagnes, il est intéressant. Il est pas en opposition avec le jeu. Mais c'est ça semblait être un peu superflu. Faudrait essayer. Mais tu vois, moi, j'avais essayé les 2 extensions une fois, là, du Imperium, puis moi, j'avais mieux aimé Immortality, là, qui rajoutait les espèces de cartes fusionnées, là, puis comme l'autre piste que tu peux aller dessus, puis le marché comme à part. Je serais curieux de voir comment que ça s'intègre bien avec Uprising. Ouais, vu qu'il y a comme plus de cartes fortes, là, je les fusionne, je les rends encore plus fortes. C'est clair que l'aspect deck building game, si tu mets Immortality dans Uprising... Ben, je pense qu'il y a des cartes qu'il faut que t'enlèves, justement, parce qu'il y aurait des combos cassés. Probablement. Probablement. Ça, j'ai pas lu les règlements sur cet aspect-là. Il me semble que c'est ça que j'avais entendu. Là, que mettons que tu rajoutes Immortality, voici la liste, voici ta liste d'épicerie de cartes qu'il faut que tu trouves dans ton deck, puis que tu t'enlèves pour cette game-là, parce que sinon ça marchera pas, là. Ouais, parce que les extensions de Dune Imperium, ils ont été designés pour fitter avec le Dune Imperium, mais ouais. Uprising, ils ont tellement, c'est ça, changé des trucs puis des mécaniques que la balance est plus... Ouais, je suis pas sûr que quand ils ont sorti la deuxième, là, il y avait pas déjà Uprising en préparation, là. Ouais, il doit avoir de quoi en tête, là, ouais. Ça serait pas surprenant parce qu'il est sorti quand même relativement rapidement. Tu sais, 2020 Imperium, 2021 X, 2022 Immortality, 2023 Imperium, t'es comme tabarouette les boys, ils ont Imperium. Ouais, tout était designé. Oui, c'est ça. Ce serait pas surprenant qu'effectivement. Qu'il y ait une belle version 1.5, je suis bien d'accord. Fait que maintenant, je pense que on a fait le tour pour Uprising, pour Imperium. Que Sam, tu vas nous parler d'un autre jeu que moi aussi j'ai un petit faible pour celui-là. Ben ouais, moi je vais pas vous parler d'un jeu qui est sorti avant que je sois né, là, ni d'un autre qui était un remâché d'un autre jeu qui était sorti même pas 2-3 ans avant, là. Punch! On va y aller. C'est quand même un remâché que tu nous présentes, là. C'est juste qu'il est plus... il est pas mal plus différent de l'autre que Uprising, là, d'Imperium. Parce que moi, je vais vous parler de Dune War for Arrakis, qui a été publié par Simone en 2024. Fait que c'est tout beau, tout chaud. C'est les designers Marco Maggi et Francesco Nepitello. Si ces noms-là vous sonnent une cloche, c'est que effectivement, c'est les mêmes designers qui ont fait War of the Ring. Donc l'original qui était sorti au début des années 2000, je pense, puis il y a eu une deuxième édition en 2012, si je me trompe pas, là. Donc ils ont quand même eu du temps, eux autres, pour repenser à leur affaire, développer, puis nous sortir de quoi de quand même nouveau. Mais c'est vrai qu'on emprunte beaucoup de mécanismes et d'idées, de concepts qui viennent de War of the Ring, mais on y rajoute une petite sauce épicée. Donc, à la Dune, ça va être un gros jeu épique, asymétrique. Je dirais pensé pour 2 joueurs. Là. Oui, il y a un mode, ils nous ont sorti un mode solo, parce qu'on est en 2024, fait que t'as pas le choix maintenant quasiment. Puis il y a des règles pour jouer à 3 ou à 4, là, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le jeu à 2. En tout cas, moi, c'est le seul player count que je l'ai essayé. Là. J'ai joué 2 fois, là, une fois avec Pat puis une fois avec Vincent, justement. Donc ça m'a permis d'essayer les 2 côtés. Fait que je vais pouvoir vous parler des deux factions en connaissance de cause. Donc c'est ça, on a le gros double board, là, comme dans War of the Ring, comme dans Star Wars Rebellion, avec la map de la planète Arrakeen. Il va y avoir les petits points d'intérêt, les grosses villes pis tout ça. Fait que dans le centre de la map, on va avoir
les gros méchants Harkonnen qui vont commencer là avec des grosses armées. Ils vont contrôler plein de villes, protégées du désert par leur petit plateau de montagne autour, là, qui est très solide et qui pètera jamais. Jamais. Puis, on va avoir un autre joueur qui va jouer les Atreides et les Fremen, là, donc il va être dispersé un peu partout en périphérie, dans le désert, puis qui va avoir une moins grosse armée, mais qui va avoir l'avantage de la guerre de l'information, parce que dans le fond, les forces des Harkonnen vont être sur la map, puis visibles, puis il y a pas de secret, là. J'ai une armée là, il y a 3 gars là, il y a 2 élites, l'autre le sait, tandis que l'autre joueur, dans le fond, il va pouvoir garder ses tokens face cachée, fait que ce joueur-là sait qu'est-ce qu'il y a dans son armée, mais l'autre le saura pas tant qu'il va pas attaquer cet endroit-là, ou que le joueur va pas décider de les révéler pour lui-même faire une attaque avec cette armée-là. Puis on va aussi avoir des conditions de victoire qui vont être asymétriques. Ça, c'est vraiment nouveau par rapport à War of the Rings. Dans War of the Rings, on avait comme 2 façons de gagner, mais c'était un peu la même chose pour les deux, là. Soit qu'on prenait des villes pour gagner de façon militaire, là. Il y a un côté qu'il fallait qu'ils en prennent plus que l'autre. C'est vrai, mais comme c'était le même principe. Ou on gagnait soit en détruisant l'anneau ou en corrompant le porteur. En fait, c'était comme une espèce de tug of war entre ces 2 conditions-là qu'il fallait jongler avec. Là, c'est quelque chose de complètement différent. Le côté des Harkonnen, dans le fond, faut juste qu'il se rende à 10 points. Puis comment il va faire ses points, c'est que en début de partie, on va pouvoir accumuler de l'épice puis la dépenser. Enfin, il y a 2 façons de la dépenser, là. Soit on paye notre machine, dans le fond, fait qu'on s'assure de pas perdre des dés, parce qu'à la fin de chaque tour, il faut comme payer. On a 3 pistes là qui peuvent monter ou descendre. Dans le fond, si on paye pas, ces pistes-là vont descendre. Si on paye un petit peu, ils vont rester stables. Puis ça va nous permettre de garder toutes nos actions pour le tour d'après. Ou si on paye beaucoup, mais on peut remonter si on avait descendu au préalable. Fait que ça, c'est une des 2 façons qu'on peut dépenser les pistes. Puis l'autre façon, c'est qu'en début de partie, tant qu'on est pas plus que 5 points, je pense, on peut dépenser 3 de ces épices-là pour s'acheter un point. Fait que tu sais, ramasser de l'épice, il y a juste ce joueur-là qui peut le faire. L'autre joueur peut venir t'empêcher, dans le fond, là, tu vas annoncer en début de tour, je vais essayer de ramasser de l'épice à ces points-là. Donc, si tu veux venir m'arrêter, viens-t'en, amène une armée ici, ou amène des vers, ou tu sais, peux t'arranger pour... En fait, les vers peuvent même arriver, il y a des chances qu'ils arrivent tout seul, là. T'as rien à faire, mais si tu veux vraiment être sûr de m'empêcher de ramasser de l'épice, tu peux envoyer une armée là. Mais c'est un coût qui est quand même assez élevé, puis qui au final va pas t'avancer toi vers ta condition de victoire, tu vas juste moi m'empêcher d'aller vers la mienne, tu sais. Dans de rares occasions, ça peut devenir un objectif pour l'Atréide, mais tu sais, c'est vraiment si tu pognes la carte de préscience qui te dit va péter des récolteurs d'épices. Ouais, parce que de l'autre côté, l'Atréide, lui, il va gagner en fond, il va piger une carte en début de partie, puis ça va dire t'as comme 3 jetons de couleurs différentes, là. Je sais pas thématiquement ça représente quoi exactement ces affaires-là. C'est le djihad, le djihad, la culture fremen, puis je pense la prophétie du Kwisatz Haderach. Fait que bref, t'as comme 3 du peuple fremen. Vas-y. T'as comme 3 jetons de couleurs différentes que tu veux faire monter sur une piste, puis la carte va te dire, mettons, faut que ton rouge soit à 8, faut que ton vert soit à 5, puis ton jaune à 3, là. Je dis des chiffres, là, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, t'as 3 thresholds différents, là. Il y en a un qui est vraiment plus haut, les autres, un dans le milieu, puis un plus bas, ou tu sais, il peut y en avoir peut-être 2 plus égales, puis en tout cas. Bref, le total des 3 doit être pas mal équivalent tout le temps, j'imagine, pour que ça balance, là. Mais c'est ça. Ça va être secret. Il y a juste l'Atréide qui sait c'est quoi, bien que ça devient quand même rapidement évident, là, lequel qui monte plus vite que les autres, là. Puis, comment qu'il va monter, lui, c'est, il peut aller chercher certains points d'intérêt qui vont y en donner un random, ou il peut aller chercher les grosses villes de l'autre, là. Toutes ces stats vont monter. Si c'est une petite ville, ça va tout monter de 1, une moyenne, ça peut monter de 2, puis si tu vas chercher la grosse capitale, ben là, toutes tes stats montent de 3 d'un coup. Ce
qui est quand même un gros swing dans ce genre de game-là, mais tu sais, faut que l'autre te laisse faire un petit peu, mettons. Ouais, ou faut que t'ailles vraiment tout planifier pour que ça fonctionne. Puis étant donné que justement les villes au départ ils sont assez protégées, c'est dur pour l'Atréide de se rendre dans les villes des Harkonnen jusqu'à temps que tu fasses sauter une partie des montagnes avec des armes nucléaires. Là, ça facilite la vie quand on peut amener des vers pour attaquer à l'intérieur des villes. Mais c'est ça. Entre-temps, une autre façon de monter les points, tu nous as parlé, c'est qu'à chaque ronde, dans le fond, il va y avoir 3 cartes objectifs qui vont être pigées, puis là, ça va dire, t'en as que c'est comme quelque chose qu'il faut que tu fasses pendant le round, ou certaines conditions qu'il faut que tu remplisses à la fin du round. Puis là, ça va dire, ben, tu peux monter de 1 dans ces 2 couleurs-là, ou 2 ou 3 dans une autre couleur, mais comme ça, par exemple, ça va être en face visible, les 2 joueurs vont les voir, fait qu'ils vont pouvoir prévoir leur round en fonction d'eux. Fait que moi, en tant qu'Harkonnen, je vois ces objectifs-là. Fait que si je suis capable à la fois de bloquer mon adversaire, de le bloquer, de l'empêcher d'en faire un, puis en plus d'avancer ma condition de victoire à moi, ben c'est comme c'est un no-brainer, c'est ce qu'il faut que je fasse, tu sais. Ouais. Puis de l'autre côté, l'Atréide, il y a le luxe de choisir lequel des 3 qu'il veut faire, puis même s'il est assez bon pour remplir les 3, tu peux pas en scorer plus que 2 dans un même round. De toute façon, je pense que ça serait quand même vraiment tough de réussir les 3 là. Ouais. Très circonstanciel. Puis j'ai joué ça pas longtemps avec mon ami Louis-Philippe de Planet Kickstarter. Puis lui, il m'a sorti une carte que j'avais jamais vue. J'étais rendu à ma 5e game. Puis la carte-là, c'était, ouais, j'ai une carte. Je pige une 2e carte de prophétie. Puis je la garde. Fait que maintenant, j'ai 2 combinaisons possibles pour gagner. J'ai fait comme, what? Ok, fait que toi, c'est clair que maintenant, toutes les cartes de préscience sont bonnes. À moins que tu prennes à peu près 2 fois la même carte, parce qu'il y a peu de chances d'arriver. Statistiquement, ça voudrait dire que t'as comme 2 schémas différents pour gagner. Donc, t'as 2 routes. Fait que tu sais, maintenant, si dans une direction, ça marche pas. Tu tournes de l'autre bord, puis t'avances par là. Fait que j'ai comme, oh, wow, que c'est cool comme carte, ça. Comme option que ça rajoute. Ouais, c'est aussi une des grosses différences, je trouve, avec War of the Ring. Tu sais, dans War of the Ring, t'avais ce système de cartes-là aussi. Et chaque carte avait comme 2 effets possibles. Un effet sur le board, puis un effet en combat. Et tu sais, il y avait des conditions quand même assez strictes pour que ça respecte la thématique. Mais d'habitude, si t'avais une condition full strict sur le board, la condition en combat était plus facile à faire. Et vice versa, tu sais. Fait que t'avais tout le temps au moins une façon d'utiliser ta carte, même s'il y avait des grosses restrictions dessus. Mais ces grosses restrictions-là faisaient que t'avais une expérience qui était comme plus thématique, qui était plus proche du matériel source, puis qui... Vraiment. Tu sais, oui, tu changes un peu la game. Les effets étaient assez conséquents aussi, là. Souvent, c'était assez puissant parce que justement, t'as trop de prérequis à respecter. Ça demande beaucoup d'énergie juste pour pouvoir jouer ta carte. C'est ça. Ça demande d'énergie, entre guillemets, quand tu connais pas l'histoire, dans le sens que, tu sais, genre, Saruman, là, on va pas trop te promener dans la forêt derrière chez vous, là. Tu sais, oh non, le gouffre de Helm, on est désespéré. Mais oui, il y a pas Monsieur Leblanc qui s'en vient. Non. Il y a comme des éléments que quand tu connais l'histoire, tu t'en doutes, c'est comme, il doit avoir une carte pour faire tel événement super puissant qui arrive. À un point que moi, ce que j'avais trouvé, c'était comme, ouais, ça fait un bout de temps, je l'ai pas vu, le Seigneur des Anneaux, là, je suis pas sûr à tout à 100%. Pas assez pour que tu perdes la game, mais tu sais, ça arrivait des fois, j'avais une carte, comme, ah oui, c'est vrai. À un moment donné, ils se promènent d'une plaine, puis ils se font attaquer par des wargs. Oh, dans le film, l'Aragorn, il passe proche de tomber dans le trou. Ah oui, c'est vrai. Ah, si je m'en étais rappelé de ce moment-là, j'aurais pu, un peu plus tôt dans le tour, mieux préparer le terrain à cet effet-là, tu sais. Alors que là, dans Dune, ben, c'est comme, les cartes sont un petit peu plus génériques, plus faciles à jouer, mais beaucoup moins thématiques, par exemple. Ouais. Mais, c'est ça, c'est que tu vas avoir un effet que tu peux la jouer, puis qui va tout le temps être bon, il sera peut-être pas autant brisé que dans l'autre, mais c'est ça, t'as moins de prérequis aussi pour la jouer.
Puis si jamais l'effet il t'intéresse pas parce que c'est trop circonstanciel, parce que tu sais il y a quand même des conditions des fois ou des trucs qui peuvent être utiles dans certaines situations plus que d'autres là. C'est ça. Fait que si ça t'intéresse pas cet effet-là, ben tu peux toujours la défausser pendant un combat pour rouler un dé de plus. Mm-hmm. Ce qui a l'air de rien, mais qui au final est quand même vraiment fort parce que t'auras jamais plus que 6 dés dans un round de combat parce que tu peux pas avoir une armée plus grosse que 6. Puis même si dans le fond une des grosses différences aussi c'est que quand tu défends ta ville là, dans War of the Rings c'est un peu fiddly là, les règles de genre ah ouais dans le premier round t'as plus de défense ou là si c'est une grosse ville t'as une histoire de siège de comment c'est quoi les règles de ça déjà puis là t'en ressors le livre de règles tu sais c'est non, dans celui-là, c'est comme, t'attaques une petite ville, elle a une défense de 1. T'attaques une ville moyenne, elle a une défense de 2, ça veut dire qu'elle rajoute 1 ou 2 dés aux défenseurs dans le combat. That's it. Mm-hmm. Super streamline, tu sais, c'est... Et toutes les... Ouais, vas-y. Puis ce que je trouvais cool, c'est que tous les résultats de dés, ils sont comme bons. Tu sais, t'as comme pas t'as pas une face blanche ou t'as pas un symbole qui fait rien. T'as des hits, t'as tes défenses, puis le seul truc qui peut être dans le fond un échec, c'est la phase qui active les pouvoirs des leaders si t'as pas de leader. Là, si t'as pas assez de leader dans ton armée. Mm-hmm. Mais sinon, c'est ça, c'est que soit tu vas taper fort, soit tu vas défendre plus fort. Fait que tu sais, c'est tout oui, tu roules des dés, mais je trouve que vu que tous les symboles sont bons, ça fait que le combat il fait moins souligné. Ouais. Vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis tu sais juste avoir plus de dés, ça va tout le temps être mieux. Oui, c'est simple. C'est pas question. Tu sais, dans la game que j'ai joué avec Philippe, là, à un moment donné, je le voyais, là, c'est comme, il jouait la Triade, jouait l'Arcanen, je le voyais que la victoire s'en venait pour lui, là, puis comme, bon, ben, moi, mon play, pour gagner, genre, j'étais à 5, là. Moi, faut que je pète une ville à 2 puis une ville à 3, là. Puis genre, en dedans de 2 tours, là. Fait que, tour 1, j'y vais. Et en terrain au tour 3, je vois une ville. Là, je regarde, puis bon, il y avait 3 gars, une ville à 2, c'est bon, il va y avoir 5 dés. Moi, j'avais comme 5 personnes, on lance les dés. J'ai pogné juste la manière que ça a tombé, genre, mon résultat a pas été excellent. Puis lui, il a eu un très très bon résultat de dés. Fait que là, ça a fait en sorte qu'il y a eu un deuxième round, où que là, lui, il avait 4 dés, puis moi, j'étais tombé à 3. Là, j'étais oh, là, c'est moi qui est en retard. Fait que là, tu sais, j'avais une super bonne main de cartes. Mais j'étais comme, moi, mais là, je peux pas me permettre de perdre ce combat-là. Faut que je le gagne maintenant. Fait que j'ai pas le temps de me retourner et de dire, ben, je vais revenir dans 2 tours avec une bonne armée. Fait que là, je me suis mis à discarter des cartes. Ah, je l'ai gagné, le combat. Je l'ai gagné. Et ma main qui avait 8 cartes, j'ai fini, il m'en restait 2. Tu sais, j'avais scrappé 6 cartes. Plus tard dans le game, ben c'est ça, il me manquait d'options, puis Louis-Philippe m'a tendu un piège, je suis tombé dedans. Mais un peu comme la game que j'ai faite avec toi et Sam, j'étais comme à une action, une action de plus, puis je te battais. Oh. Tu sais, ça a été comme ça, genre, la bonne carte. Fait que tu l'as subi ce fois-là, parce que la fois qu'on avait joué, c'est toi qui avais gagné comme ça. C'est ça, là c'est moi qui l'ai subi, puis j'ai fait comme un dé différent là, ça serait pas pareil. C'est cool parce que tu viens de dire un point que à date à toutes les games que j'ai joué, que j'ai entendu que les autres ont joué, c'est que ça s'est fini comme ça. J'ai l'impression que le jeu est très très tight, c'est toujours c'est par un fil que ça se fait. Il y a une game que j'ai joué, il fallait que je batte une siege à 2, puis j'avais une armée dessus, puis j'ai juste jamais réussi à l'avoir, puis tu sais, il me manquait juste ça, puis l'autre il m'a battu. Contre Sam, ça s'est joué sur le dernier combat. Tu sais, Sam, il fallait qu'il gagne ce tour-là, parce que sinon c'est moi qui rentrais dedans tout de suite après, parce qu'il avait laissé un village à peu près inhabité, puis moi j'avais comme ma grosse armée qui allait juste piler dessus. Puis tu sais, c'était encore une fois, ça se finissait ce tour-là, c'était inévitable, hein. C'est ça, mais moi j'avais l'avantage avec l'Arcanen que si t'atteins ton threshold pendant le round, c'est fini, t'as gagné. Tandis que la Triade,
faut que, à la fin du tour, t'aies tes points. Ouais. Ça donne un avantage au Harkonnen. Mais en même temps, ça met la pression. Fait que, fait que c'est ça, moi, des fois, il est arrivé des games où on savait que j'allais gagner ce tour-ci, genre, j'avais peut-être 1 ou 2 dés de lousse. Mais tu sais, jamais que, en tout cas, moi, je suis rendu à 6 parties maintenant. 5 vraies parties. Je vais vous expliquer pourquoi après, là. Mais, les 5 parties, il y a eu les games ont toujours duré à peu près 4 ou 5 tours. Puis, à aucun moment, c'était comme, c'est sûr que je gagne ce tour-ci. C'était comme genre, j'ai des bonnes chances de gagner. Mais, un mauvais combat, puis ça swing de bord, ou une mauvaise décision, tu sais, c'était pas garanti. Il y a eu ou 2 une games carte bien jouée de l'adversaire, tu sais. Oh oui, déjà. La game avec Sam, logiquement, là, il aurait dû gagner. Genre, il avait tout mis en place, c'est comme, bon, ben, Pat, tu ne peux plus gagner. Bon, ben, et puis des cartes. Une carte qui me permet de contourner ta défense. Eh ben, je savais même pas qu'elle existait. J'apparais derrière tes murs. T'es comme, quoi, tu peux faire ça? Je me téléporte. Fait que ça, il y a toujours comme une carte qui peut venir te sortir du trou. Fait que la bonne carte, au bon moment. Comme tu disais, c'est circonstanciel, mais quand t'as sort comme faux, là, wow! Ouais, pis ça, c'est quelque chose que t'avais dans War of the Ring aussi, là. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est pas un vrai défaut, là, mais tu sais, un des éléments qui était le fun de War of the Ring, c'est justement à quel point il était intégré dans la narrative de du Seigneur des Anneaux. Dans celui-là, le plus thématique sur la narrative qu'il y a, c'est les cartes de prophétie qui te demandent de faire des affaires que Paul a faites dans le livre, dans l'ordre puis dans le désordre, puis que il y a des éléments super genre thématiques du livre qui sont pas dans le jeu. Là, je fais la référence à quand le personnage d'Alia arrive dans le livre, s'il y a des personnages à l'autre bord qui s'en vont. Tu sais, t'es comme, ok, c'est pas là. Tu sais, il y a des affaires comme bizarres que tu peux comme unir les tribus Fremen avant de boire l'eau de la vie. T'es comme, non, habituellement, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Mais en même temps, tous ces sacrifices-là, entre guillemets, qu'ils font au niveau narratif, c'est pas important parce que le jeu est tellement bien balancé que, entre guillemets, on s'en balance, là, justement, oh non, mais les événements arrivent pas dans le bon sens. Hey, le jeu, est-tu le fun? Oui. Fin de la discussion. Ouais, dans ce sens-là, ça me rappelle beaucoup Rebellion. Exact. Je sais pas si t'as déjà joué, Pat, mais tu sais, dans celui-là aussi, t'as comme 2-3 fois. T'as plein de missions de trucs qui peuvent arriver qui sont littéralement comme une scène dans un des films de la trilogie, puis peut-être ça arrivera pas dans le même ordre, ou peut-être même ça sera pas le même personnage qui va faire l'affaire, mais tu sais, peut-être ça va être Leia qui va être utilisée dans le carbonite, ou mais tu sais, tu reconnais quand même les moments iconiques, puis au niveau gameplay, tu sais, ça marche, puis ça fait de quoi de bon, puis tu sais, c'est dans celui-là aussi, là, c'est souvent des games que, comme, s'il y a pas un côté qui gagne ce tour-ci, ça va être l'autre, là, tu sais. Mais ouais, dans Dune, tu sais, t'as l'esthétique de Dune, mais tu sais, c'est ça, t'as pas le feeling du narratif de Dune. C'est les personnages vont arriver, t'as des pouvoirs qui vont faire que tu t'améliores, il y a des trucs qui sont, tu sais, Alia, son pouvoir, il est quand même assez fucked up. Mais sinon, tu sais, il est plus solide en termes de mécanique, parce que je pense que War of the Ring, parce qu'il a justement dit on peut déroger un peu de l'histoire. Parce que tu sais, il y avait des trucs aussi dans War of the Ring que je trouvais qui étaient comme, ok, oui, ils ont fait une carte de la Terre du Milieu, mais personne va la compter, tu sais, c'est... Ouais. T'as des coins de la map que... Les nains sont là dans le jeu, mais comme, bonne chance pour qu'ils soient irrelevant dans ta game, là. C'est ça, tu sais, puis la mécanique de recruter les armées pour qu'ils se battent, tu sais, qu'ils décident de se réveiller, tu sais, ça fait thématique, mais en même temps, tu dis, j'ai plein de bonhommes, puis là, il y en a qui vont juste attendre, tu sais, toute la partie, tu sais. C'est quand même une mécanique cool, là, mais mais tu sais, c'est peut-être trop thématique. Ouais. Je dis ça, mais j'adore War of the Ring, j'essaie de trouver des défauts, là, mais tu sais, ben là, c'est pas War of the Ring, là, mais si t'en veux un défaut pour Dune Warfare Kiss, je peux vous raconter la seule fois que j'ai essayé ce jeu-là en 4,
Et la seule fois que je n'essayerai jamais ce vidange-là que devient... Ça, depuis le début, on est tous et trois en train de faire une critique élogieuse de Dune War for Arrakis, et je vous garantis que à 4, ça devient du vomi de chat qui a passé l'après-midi au soleil. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi, j'arrive là, tout le monde me dit, on part, c'est clair, ça va être pas bon, essaye pas ça. Puis je suis comme, non, mais tu sais, faut l'essayer une fois, tu sais, comme le mode solo, on va l'essayer une fois, tu sais. Bon, on essaye, puis là, moi, ce que je m'attendais, je me dis, ben, ils vont prendre la formule rébellion. On va diviser le camp en deux, mais pas vraiment une division, là, finalement, ça va rester un jeu 2 contre 2, mais ça va être 2 équipes contre une équipe de 2 contre une équipe de 2, puis essentiellement, la base d'idée, c'est ça, là. Genre, il y en a un qui est le Fremen, puis l'autre, qui est l'Atréide. Puis finalement, t'es même pas obligé de jouer l'un après l'autre. Ça peut être 2 fois le Fremen, puis une fois l'Atréide. Puis tu peux le jouer un peu dans l'ordre que tu veux. Fait que tu sais, comme, ah, ben, ok, c'est la même formule que Rébellion. Fait que tu sais, c'était correct. Moi, je trouvais que pour un premier joueur, ça pouvait même être plus le fun, parce que t'avais quelqu'un avec toi qui pouvait te donner des conseils, puis tu te sentais moins perdu. Parce que, tu sais, Sam l'a bien expliqué, mais des fois, on dirait que devant comme toutes les options que t'es comme, ben là, faut que je défende mes villes, faut que je fasse mes présciences, faut que je prépare une attaque. Tu sais, t'as beaucoup d'options. Puis là, t'es comme, ah, fais des actions de désert. Hein? Fait que là, il divise ça en 2. OK. Puis Sam l'a très bien mentionné. Un des gros fun de War for Arrakis, c'est les cartes que tu joues. Elles sont toujours très fortes. Même si t'as pas la circonstance idéale, c'est fort. Tu retournes, c'est comme quoi ça, il y a 4 gars qui viennent d'apparaître là. Coucou! Hey, depuis quand tu peux te téléporter? Ah, j'ai accès à un vaisseau spatial. Ah, Caroline, tu sais. C'est sûr que tu peux t'imaginer les situations, des fois, ça serait meilleur, mais c'est toujours bon. Tu sais, pour moi, War for Arrakis, 50% du fun du jeu, c'est les cartes. C'est de piger les cartes, les timer, les utiliser, puis ça te fait mal au cœur quand t'es père, mais t'as pas joué pour gagner un combat. Ça, c'est une bonne partie qui est le fun. Tu sais, dans le plateau de base, l'Harkonnen peut avoir jusqu'à 3 fois l'action de piger des cartes. Puis l'Atréide 2 fois. Bon, 2 à 3. OK. Quand tu passes à 4 joueurs, le combo Atréide-Fremen l'a une fois, et le combo Harkonnen-Empereur l'a 4 fois. Là, t'es comme... Pourquoi? Comment ça peut être balancé? Puis là, ceux qui l'auront vu, par exemple, t'as oublié de dire de quoi? Les Atréides-Fremen ont aussi une action qui est un Joker. Donc, si tu veux, tu pourrais être à 2 contre 4. Tu vois, mais l'action Joker, il l'avait aussi dans l'autre. Mais mettons. Mais on parle quand même d'un ratio où l'Harkonnen a un edge de 50% à le double d'options de cartes. C'est comme, oh, c'est beaucoup plus de cartes. Parce qu'une action, c'est de piger 2 cartes. C'est 2 à 4 cartes de plus par tour qu'il peut aller chercher, s'il est chanceux. Tu sais, en même temps, l'argument de dire, ah, mais t'as un Joker, tu peux le passer là-dedans. Ouais, mais si je le passe là-dedans, je le passe pas sur autre chose. Fait que je suis moins adaptable. J'ai tellement pas beaucoup de dés que cette adaptabilité-là devient très importante pour l'Atréide. Fait je vais être honnête, là, à la fin du tour 1, là, moi pis l'Atréide, on s'est regardé, pis on a fait comme un tic de tête, on a regardé au bord, on a fait, hey, on déclarerait bien forfait, mais vous êtes tellement sur le bord de gagner que ça vaut même pas la peine. Pis, ça, ils ont gagné à moitié du tour 2. Fait hey, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, là, pis qui me dit que je me suis planté complètement, venez écrire dans les commentaires pourquoi je me suis planté complètement, là. Vous venez me le dire sur Discord, là. Ça va me faire plaisir de vous écouter, parce que pour moi, là, j'ai fait comme, mon Dieu, comme c'est mal réparti. Oui, ça n'a jamais été supposé être un jeu. Tu sais, même, ils vont le dire dans le règlement, là. Tu sais, si tu joues juste à 3, divise le Harkonnen Empereur. Fait que, tu sais, même eux autres ont comme une petite admission comme, ouais, le côté des méchants, on l'a mieux divisé. Mais c'est à un niveau, là, que t'es comme, ok, là, pour nous autres, là, on s'est fait noyer sous les effets de cartes rapidement. Il y avait beaucoup plus de monde, ils se déplaçaient beaucoup plus, ça n'avait pas de maudit bon sens. Ça a l'air de genre un jeu qui se joue à 1 ou 2, ça se vend moins bien qu'un jeu qui se joue de 1 à 4, fait que ouais, on va pas tenter de quoi, mais Non. Puis on donnait ça à l'intern, là, qui a comme gossé ça pendant les vacances d'été que tout le monde était parti, puis quand il est revenu, on fait comme, t'as des règles 3-4, t'es dessus. Non, c'est correct, on te fait confiance. Puis, mais oui. Effectivement, marqué
2 joueurs sur une boîte de jeu, 1 à 4. Alors là, par exemple, là, ça attire plus sur BGG 1 à 4, hein, ça attire plus, tu sais. Mais fait que, non, n'essayez jamais ça. Tu sais, si vous avez comme, non, j'ai une curiosité, invitez-moi, moi vous donner une claque en arrière de la tête. Ça va être plus rapide puis tout aussi agréable. Perdez pas votre temps avec ça. C'est pis si Z4 vous voulez faire un jeu de Dune, il y a Uprising ou Imperium qui est là, tu sais. C'est un peu ça que je réalise, là. Il y a un gars de Dice Tower qui a fait une vidéo il y a pas longtemps, là. Pis c'était comme genre quel jeu de Dune je devrais jouer. Puis ça dit ma réponse est combien de joueurs êtes-vous, tu sais. Ouais. Et tu t'adaptes. À 2, tu vas faire un Warfare Arrakis. À 4, peut-être un Imperium. Puis à 6, ben, tu vas y aller pour le OG. Là. Exact. Mais là, si on veut tomber dans les comparaisons, oui. Je pense que, tu sais, on peut en faire thématiquement, mais mécaniquement, tu sais, les jeux sont comme tellement différents que, il y aura pas grand chose à débattre là-dessus, là. Non. Fait que, tu sais, oui, on a dit, Warfare Arrakis, tu sais, il est pas aussi thématique que War of the Ring, mais je pense qu'il, c'est sûr, je suis pas un expert de Dune comme vous deux, là. Moi, si on reste dans les confidences, là, je vais remettre mon petit beat de jazz, là. J'ai jamais lu les livres. J'ai jamais vu les films. Mais ça, les films, par exemple. C'est un peu gênant, là, ça. Mais en même temps, t'attendais peut-être le 2, puis là, il vient de sortir. Fait quand il va être sur Netflix ou autre chose, tu vas pouvoir faire un beau petit 5 heures puis écouter les 2 films. Peut-être pas d'affilée, parce que... En plus, c'est comme c'est le premier livre, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Les 2 films, c'est un livre. Ouais. Mais qui, à l'origine, avait été publié en 2 tomes. Ah. Bon. Fait que, tu sais. Ouais, pis c'est une bonne brique, là. Puis si tu regardes le deuxième, tu sais, le deuxième est à peu près la moitié du premier en termes de taille. Fait que, tu sais, c'est une bonne division. Ok. De toute façon, j'ai l'impression que j'ai comme absorbé l'histoire à force de jouer à ces jeux-là, puis à vous écouter en parler. Fait que, en tout cas, bref. Mais je pense que, de ce que j'ai compris, tu sais, Warfare Arrakis, il respecte quand même pas pire la thématique. Tu sais, oui, tu sais, on le disait, là, il y a des trucs un peu décousus dans la chronologie, si on veut, là, mais comme ça reste que les grandes lignes sont là. Versus, tu sais, du Imperium, tu l'as dit toi-même, Vincent, dans la version A4, tu sais, oui, tu vas être le Harkonnen ou l'Empereur, mais au final, ça change pas grand-chose. Tout le monde peut rider des Worms, tout le monde peut comme acheter n'importe quelle carte, monter sur avec n'importe quelle faction, tu sais, c'est... Être Muad'Dib pis aller engager des Sardaukar pour venir m'aider dans un combat sur des vers. Pis là, t'es comme, hein? Tu peux pas, cette histoire-là? Ouais, mettons. Ouais, c'est sûr que Dune Imperium, côté thématique, c'est celui, je pense, qui le respecte le moins, là. C'est comme les vieux jeux de cible, là, que t'as genre, Genghis Khan avec sa légion de tanks, qui va, qui fait un nuke, là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est plus un esthétique qui a été ajouté dessus, puis la mécanique est comme pas tant là, tu sais, elle est pas tant liée à la thématique. Ça aurait pu être n'importe quoi, c'est juste. Ouais, il a pris comme là où il y a le seul aspect thématique qu'il y a, c'est les tracks d'influence sur les factions. Dans le sens que tu sais la Spacing Guild, ben, elle permet de dropper des unités. Les autres font le déplacement. C'est l'empereur, ben c'est lui qui contrôle les plus grosses armées. Ah ouais, ok. Les Fremen, ils ont des secrets de Dune pour les verts, c'est eux autres faut que t'ailles. Bene Gesserit, ils ont des cartes d'intrigue, ben ouais, ils ont des secrets. Mais c'est ténu, là. C'est très ténu comme thématique. T'es comme, ouais, ok. T'as orienté des pouvoirs dans un concept généralement qui fit avec ces factions-là. Généralement. Ouais. Mais c'est sûr que côté thématique, je pense que c'est le OG qui est le mieux, hein. Parce que là, t'as tout. T'as la dynamique d'interaction entre les factions. T'as la planète qui elle-même est difficile, tu sais, parce que t'as des vers, t'as des tempêtes. C'est des armées qui se tapent dessus. Tout le monde a comme ses pouvoirs particuliers puis influence le jeu à sa façon. Fait que, tu sais, là, ils ont vraiment, je trouve, plus été chercher ils ont allié thématique et mécanique. Beaucoup.
pour donner le feeling de vraiment vivre dans l'univers de Dune. La politique qu'il y a dans cet univers-là, tu sais. Moi, ma faction est capable de faire ça, il y a juste moi qui est capable de le faire, fait que vous avez besoin de moi, et comment j'utilise cet avantage-là pour tirer mon épingle du jeu. Tu sais, tu viens de le dire comme faut, là. Les mécaniques sont là pour refléter des thématiques. Au point que des moments, t'es comme genre, hey, je pause, là. Oublions que c'est Dune une seconde. Ça n'a pas de maudit bon sens comme règle, ça. Pis t'es comme, ouais, mais dans le livre, ok, peut-être, là, mais mécaniquement, pour un jeu, c'est bizarre des fois, qui se passe dans l'ordre, que ça se passe, comment ça se passe, comme, mais c'est ça. C'est vraiment genre, ouais, mais il faut reproduire la politique, l'ambiance de négocier, genre, justement, de jeu qu'il y a dans l'univers de Dune. Ouais. Mais ça fait aussi que faut que tu connaisses Dune si tu veux vraiment apprécier le jeu, je pense. Parce que moi, j'ai le point de vue de outsider qui connaît pas ça. Puis, tu sais, celui-là, c'est lui qui m'attire le moins dans les trois. T'sais, tu me donnerais le choix. Je suis d'accord avec toi que selon le nombre de joueurs, on va prendre ça ou ça ou ça, là, mais mettons que j'aurais le choix d'une soirée qu'on va être 2 jouer à Warfare Kiss, 4 à l'autre ou 6 au tien, ben tu sais, je pense que je vais prendre la soirée à 2 à Warfare Kiss parce que mécaniquement, je trouve que c'est lui qui me rejoint le plus pis que je trouve le plus solide, là. Parce que le tien, tu sais, genre, on a parlé tantôt, là, tout le côté hasard, random, pis les petits tricks fiddly qui font du sens parce qu'on veut respecter le thème, mais que, point de vue purement gamer, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, Ah oui, c'est comme d'essayer de défendre Monopoly aujourd'hui, genre, t'es comme, hey, y a pas personne qui dit que Monopoly, ça a pas déjà été un bon jeu, mais aujourd'hui, défendre Monopoly, faut que tu l'aimes, là, monsieur Monopoly, là, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Fait que oui, genre, tu sais, je comprends, pis, tu sais, je le voyais pas au début, mais là, je le comprends un peu plus. C'est sûr qu'effectivement, c'était pas le petit thrill des romans, ou de l'histoire, d'avoir aimé le petit, tu sais, même t'as vu le film, t'as aimé ça, tu vas en avoir beaucoup, là, tu vas être capable d'embarquer, mais c'est vrai que, justement, ce petit côté politique-là, un peu comme Vincent disait, tu sais, un des descendants de Dune, c'est A Game of Thrones, qui a été comme plus normalisé aussi, mais en gardant beaucoup de table talk et beaucoup de crunchy. Je trouve que Game of Thrones, c'est c'est un jeu qui a réussi à faire une équilibre, une balance, justement, là-dessus. Mais encore une fois, si j'envoie Jon Snow en combat contre, je sais pas, moi, genre, The Mountain, chez les Lannister, quand t'as vu la série télé ou t'as lu les romans, il y a un petit élément de plus encore, t'es comme, ouh, ça va être cool, ça, ouais, ouais. Mais oui, t'as raison. Tu vois, la série, j'ai aimé les premières saisons, les dernières moins, mais tu sais, j'ai trippé sur les livres, fait que, tu sais, ce jeu-là, justement, j'ai trippé, ça a longtemps été mon jeu préféré. Parce que, tu sais, oui, il intègre super bien cette thématique, mais tu sais, je trouvais que mécaniquement, il était très solide aussi. Oui, ça fait trop longtemps que j'ai joué. La dernière fois, je pense que c'était avec toi qu'on avait fait une game avec 8. T'étais là, toi aussi, Vincent. Non, je l'ai manqué, celle-là, avec Mother of Dragons, là. Je l'ai pas encore essayé. Ah ben, on va en refaire une pour toi. Il me semble que c'est 8 ou 9, là. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Sérieux, là. Il y en a partout. J'avais peur, là, parce que t'es comme, hey, le jeu, il est vraiment bien à 5. Là, tu me grimpes ça à 8. Non, on a eu du fun pareil. Bon, c'est sûr que ça m'a gagné, mais qu'il va trouver que c'est le fun aussi. Mais j'étais sur le bord de gagner avec mes dragons. Puis Sam a réussi à les convaincre que j'étais une menace. Puis parce que t'en étais une pour vrai, là. Oui, ça c'était vrai. J'étais vraiment sur le bord de gagner. Genre, si le monde faisait rien, c'est comme dans le roman. Genre, se passe rien de mon bord, se passe rien de mon bord, puis à un moment donné, ça retourne. Hein? Oh, des nukes. T'es comme... ouais, c'est ça, t'as des nukes invincibles. Wow! Puis là, tout le monde se sent tellement lié contre moi. Pendant ce temps-là, Sam passe en arrière, c'est comme, merci beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à dire à quel point t'étais dangereux, puis peut-être un peu moins de temps à dire que si on t'arrêtait, c'est peut-être moi qui allais prendre le dessus. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est au monde de suivre. C'est ça, tu sais. À un moment donné, on peut pas tout dire non plus. Ouais, tu sais, c'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est que justement, tu sais, t'as cet aspect de dynamique, de diplomatie dans Dune mais t'as un engagement qui est, je vais dire, binding, par contre. Ce que t'as pas dans Game of Thrones. Ouais, les alliances, c'est ça. Tu peux pas t'en sortir alliances. Comme tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, encore une fois, tu vois le, honnêtement, là, Dune, là, tu vois qu'ils ont comme pas, on dirait qu'ils ont pas pensé au jeu. Ils ont pensé autour du jeu.
On dirait qu'il y a des moments, là, ça me rappelle plus un souvenir de game de jeu de rôle que de board game, dans le sens que, ouais, il y a des règles, ouais, il y a une manière de peut-être gagner, mais tu sais, c'est ce que tu fais avec ça qui le rend intéressant, puis que, tu sais, au final, c'est plus pour l'expérience que tu vas l'essayer, parce que, tu sais, quand je dis expérience, l'aventure, plus que c'est pas, parce que comme, si on se met sur le mot expérience de jeu, là, non, c'est vraiment plus pour l'aventure que ça crée, le party que ça l'amène. Puis il faut que t'ailles le monde qui sont ouverts / intéressés à ça. Parce qu'effectivement, tu sais, la dernière fois que je l'ai essayé, Pierre-Marc était là. Puis tu sais, il me l'a jamais dit, là. Mais je l'ai un petit peu vu dans sa face, une certaine déception de quand, oh boy, c'est ça. OK. Faites. Plus jamais. Je vote pour lui, je le rajoute pas dans ma liste d'appels pour Dune à 6 joueurs. Non. Non, mais au moins, je pense qu'on a joué un de ses jeux préférés juste avant, là, Dominant Oui. Species. Fait que, il a pas perdu sa journée non plus, là. Non. Fait quoi, le Dune OG, il est plus thématique, mais il en souffre. Imperium, ben, le thème, on repassera. Fait que, tu sais, War for Arrakis, je trouve qu'effectivement, il y a un bel équilibre, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est le sweet spot thématique, mécanique. Tu sais, Paul, il est là. Non, il est rendu au bord. Oui, il est partout. Oui, tu sais, hein. Là, c'est une grosse armée, une petite armée, je ne sais pas. Oh, puis il s'en va dans 2 coins différents. Pourquoi tu fais ça? T'es toujours un petit peu on your toes. Fait que, ouais, il y a un équilibre entre les deux. Mais comme tu disais, c'est tellement pas les mêmes jeux que ça vient aussi une question de préférence pure. Mm-hmm. Ouais. Puis justement, je pense que nous, on a énoncé nos préférences, mais on va laisser nos auditeurs et auditrices nous dire les leurs. Donc, venez voter. Allez-vous être hashtag Team Sam avec War for Arrakis. Ou hashtag Team Vince avec Dune Imperium Uprising. Ou hashtag je vais gagner parce que moi, n'importe quel jeu Dune j'aime, mais mettons là qu'il faut que je me restreigne là, pour comme dans l'esprit de la compétition, ça va être hashtag Patrice pour le Dune de 1909 original OG. Hey, ça fait un méchant long hashtag, ça. Ouais. Fais pas de faute dedans, parce que sinon, tu vas être le seul à être là. Ouais, c'est ça, je me demande c'est qui compte ça, ces votes-là. Ok, vous pouvez voter sur notre Instagram, sur notre Facebook, sur les commentaires YouTube, ou vous pouvez rejoindre notre Discord pour venir jaser de Dune et de d'autres jeux avec nous. C'est toujours plaisant, je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre à chacun d'entre eux aussi, puis c'est honnêtement c'est comme ma partie préférée de la semaine, là, après qu'on ait relâché un épisode, là, d'aller voir les réactions des gens là-dessus. Donc votez en grand nombre. Si vous aimez ce qu'on fait vraiment beaucoup, vous pouvez, comme Patrice l'a fait dernièrement, rejoindre notre Patreon et nous supporter là-dessus. Donc, pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à nos capsules en dessous de la table. Je sais pas si tu as eu le temps d'aller en écouter quelques-unes, Pat? Pas encore, mais là, je vais embarquer dans le Patreon, là, fait que tu vas m'envoyer une invitation, là, pour que justement je puisse aller me joindre dans la communauté. Puis oui, effectivement, moi j'ai beaucoup hâte d'écouter vos petits segments de plus là que vous faites des fois là. D'ailleurs, on va en faire un avec toi un coup qu'on a fini. Ouais. Ouh, VIP. Puis sinon, vous pouvez aussi afficher votre amour pour Board Game Duel avec notre merch sur notre Spreadshop. Là. Donc on a des t-shirts, des hoodies, des tasses. Moi j'en ai une à la job maintenant que j'utilise à tous les jours. Et j'affiche fièrement mon Board Game Duel. Comme Vince s'amuse très bien à le dire, on fait pas une scène avec ça, c'est vraiment le but, c'est de faire de la promotion. Donc on les vend au cost. On est juste bien content de voir notre logo dans les conventions et aux soirées de jeu. Sinon, merci à vous de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à Pat. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Hey, parler de Dune, moi je peux faire ça là sans cesse. Au point d'en perdre la voix qu'il me faudrait justement un wording model, hein, comme dans le film de 1984, pour avoir The Voice. Deep cut. Fait que sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Youhou! Puis moi, ça a l'air que je suis Patrice.
Inquiétez-vous pas à voix. Et on vous dit à plus. Bye! J'ai tellement eu un blanc. Ouais. Puis je tiens à souligner que je pensais pas que t'allais faire un jeu de mots aussi beau que Board Game Dîner, là. Hey, c'était ton idée. Je Essaye l'adore. pas de me Je mettre ça l'adore. sur le dos. Ouais, Je pensais que ça allait que passer comme dans du beurre. Mais...